Je ne doute pas que vous êtes très content d'assister à ce séminaire. Surtout à vendredi. Surtout à vendredi et fin de journée. Nous, en tout cas, ça nous fait beaucoup de plaisir de revenir, comme Soutiens l'a dit. Si je ne parle pas assez fort, il ne faut pas hésiter à me le dire. Il ne faut pas hésiter à nous interrompre pendant qu'on présente. Parce que c'est collaboratif. Et s'il y a des questions, si c'est trop flou ce qu'on explique, voilà, il ne faut pas que vous soyez perdus pendant toute la présentation. Parce que des fois, on va monter très haut dans la partie business et on va descendre très bas aussi dans la partie technique. Donc n'hésitez surtout pas à poser des questions. Il n'y a pas de belles questions. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On a fini les slides mercredi soir, on n'a pas du tout répété. On s'est inspiré de slides qu'on avait déjà présentés auparavant. Donc je ne vous cache pas qu'il n'est pas improbable qu'on cafouille sur une slide ou deux, mais ne nous en veuillez pas pour ça. Voilà, l'important c'est qu'on partage quelque chose et que vous compreniez ce qu'il en ressort. Donc nous, on travaille, Amaury et moi, on travaille chez NRB, pour Amaury c'est quoi, 4 ans 5 ans Pas ça. Moi ça fait 7 ans, et 4 ans avant ça j'ai travaillé pendant 4 ans dans une start-up, et avant ça on était à votre place. NRB c'est une société qui emploie plus ou moins, je crois que je l'ai mis là, voilà, plus ou moins 3400 personnes en Belgique. Il y a d'autres filiales au Luxembourg, en France, ailleurs en Europe, mais on a tendance à dire qu'on est plus ou moins 3400 partout en Belgique. NRB, ils font tout et n'importe quoi, tout ce qu'on peut imaginer autour de l'informatique en général, ça se trouve chez NRB. Et donc, il y a aussi parfois des overlaps au niveau des fonctions. Évidemment, il y a beaucoup de développeurs qui travaillent chez NRB, mais il y a énormément de profils business aussi. Et donc, nous, on travaille dans le département de transformation digitale du groupe NRB, j'y reviendrai. Aujourd'hui, on va vous parler du coup de qui on est, qu'est-ce qu'on fait chez NRB. On rentrera un peu plus en profondeur dans les outils qu'on utilise, les différents langages qu'on fait, certains concepts aussi liés à la programmation et au déploiement des applications. On parlera des différentes technologies, on parlera d'applications back-end, d'applications front-end, mobile. On va parler d'infrastructure as code, pour tous ceux qui sont intéressés par le DevOps. C'est quelque chose qui vous parlera très bientôt. Et alors, on parlera d'un concept de digital platform, qui est un concept qu'on essaie de mettre en place chez nos clients. Je vous explique pourquoi. Et voilà, l'agenda n'est pas tout à fait complet, mais voilà, il y a plein d'autres choses qu'on va aborder aujourd'hui. Et sans plus tarder, la slide suivante. Donc voilà, j'y étais. Donc nous, on travaille dans le département transformation digitale et innovation chez NRB. Donc c'est un département de plus ou moins 50 personnes qui est dirigé par William Pose, qu'on voit ici. Le département, il s'articule autour de cet organigramme-là. Et en gros, il faut le lire comment. On a la partie plutôt business sur la gauche, avec les équipes de Justine Mahouet, qui elle a un profil HEC par exemple. Et donc là, c'est business consulting. C'est des personnes qui vont dans les entreprises, qui vont un peu chercher quels sont leurs problèmes, traduire ça dans des solutions, faire des séances d'idéation, essayer de trouver des solutions à leurs problèmes. Il y a aussi des personnes qui sont responsables de la gestion de projet, donc des personnes qui vont accompagner toutes les autres équipes au fur et à mesure de la création du projet et du développement du projet, vérifier qu'on est bien dans les délais, qu'on est bien dans le budget, les budgets, etc. Et gérer la relation avec le client aussi, qui n'est pas toujours évident. Ensuite, on a la partie digital stratégie, et quand je vais parler de plateforme digitale, c'est surtout cette équipe-là qui est impactée. Et donc eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'une fois qu'on a identifié les problèmes chez les clients, il faut identifier la roadmap pour arriver aux solutions. En tout cas, comment est-ce qu'on va, au fur et à mesure, implémenter les solutions? Quelles sont les solutions qu'on va choisir? S'il y a des produits qu'on doit acheter, je prends un exemple de Microsoft, mais ça peut être dans des solutions de gestion d'authentification, etc. Il y a des produits qui coûtent très cher, et ça peut être très intéressant pour les entreprises d'acheter une solution plutôt que de devoir la redévelopper. Donc toutes ces décisions-là, elles sont prises en communication avec le client, bien évidemment, dans cette équipe-là. Là, on est plus ou moins 12 personnes. Là, il y a plus ou moins 5 personnes. Ici, dans la partie Cloud Native, c'est notre équipe avec Amaury. Là, ce sont des développeurs et des architectes cloud. Alors, le cloud, c'est bien beau, mais c'est imaginez une plateforme sur laquelle on va déployer toutes les applications. Et les applications qui sont destinées à être déployées sur cette plateforme-là, elles doivent être construites d'une certaine manière, et ça nécessite un peu d'expérience dans le domaine. Et donc nous, on est spécialisés là-dedans, spécialisés dans le développement d'applications qui sont destinées à être déployées dans des infrastructures cloud. J'y reviendrai évidemment.
plus ou moins 12 personnes également là aussi. Ici, on a la partie IoT, donc ça c'est IoT et intégration, il manque un petit bout ici. C'est eux qui vont faire toute la tuyauterie qu'il y a entre les différents acteurs d'une entreprise. Si je prends l'exemple d'Etias par exemple, Etias, ils doivent envoyer des courriers, donc ils doivent communiquer avec Bipost, ils doivent communiquer avec les banques, ils doivent communiquer avec des générations de documents pour avoir des PDF et des choses comme ça. Et tout ça, c'est de la tuyauterie dans les entreprises qui est gérée par des solutions que l'équipe de Jean-Marc maîtrise. Et alors, toute la partie IoT, c'est aussi des objets qu'il faut pouvoir gérer. Un device IoT, c'est facile, mais pour le secteur public, etc., il y a souvent des centaines de milliers de devices à devoir gérer. Donc, on a des flottes de devices IoT à devoir gérer. Tout ça, c'est géré dans l'équipe de Jean-Marc. Et ensuite, on a la partie intelligence artificielle menée par Linda Wang. C'est plus ou moins, ils sont 5 aussi, je crois, ouais, 4 ou 5. 4 ou 5. Intelligence artificielle, donc eux, ce sont des ingénieurs en sciences des données qui vont développer les algorithmes de reconnaissance d'images, de chatbots, tout ça, mais qui vont aussi être spécialisés dans l'utilisation d'outils qui existent déjà pour faire appliquer de l'intelligence artificielle à nos applications. Je prends l'exemple de ChatGPT. ChatGPT, ça fonctionne très bien, mais après, il faut réussir à l'utiliser correctement, à le connecter. C'est eux qui vont définir comment lui va répondre à nos questions, et puis après, nous, on va se charger d'intégrer ChatGPT dans nos applications. Du coup, dans cette équipe-là, c'est aussi des profils IT, mais plutôt des masters en informatique. Il y a des passerelles aussi qui existent depuis ici. Voilà. C'est un master à l'UNIF, je crois. Ouais, c'est l'ULG. Ouais, il y a l'ULG, mais il y a aussi des passerelles depuis les bacheliers en informatique de gestion à Louvain, je pense. Ouais. Voilà. C'est une équipe très jeune, vous voyez, ici la moyenne d'âge elle est de, à mon avis, 25 ans maximum. Et alors après, il y a des architectes qui gravitent au-dessus de ça, enfin autour de ça. On a Benjamin qui est aussi un ancien de la presse qui, lui, est responsable de l'architecture cloud. Donc quand je vous parlais des plateformes qui vont supporter nos applications, c'est lui qui va être le garant qu'on va bien construire la plateforme qui va supporter l'application. On a Bruno aussi qui, lui, est spécialisé dans le secteur de l'assurance et des banques. Et donc là aussi, ça demande certaines contraintes qu'il faut pouvoir respecter. Vincent Jasson qui est responsable de la partie architecture pour tout ce qui est services publics et utilities. Donc utilities, c'est la CIL, sur Bruxelles, c'est Sibelga, services publics, tout ce qui est mutualité, tout ça, ce sont des clients qu'on peut avoir chez Merlé. Et alors Fabien Delax qui lui est responsable de la partie digital marketing et Squad Creator, donc il va s'occuper de brander le projet, créer une image, pouvoir trouver les bons slogans, trouver les bonnes manières de faire de la pub autour du projet, favoriser le SEO sur Google, ce genre de choses. Et alors, évidemment, on a des compétences dans l'équipe, mais on ne réinvente pas la roue, parce que notre leitmotiv, c'est de garantir une innovation pour nos clients qui soit rentable. Et si on doit à chaque fois réinventer tout le truc, les clients, ça va leur coûter un fric dingue pour faire quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce que d'autres acteurs ont déjà fait sur le marché. Et donc, nous, on capitalise sur des solutions de nos partenaires et on va favoriser les solutions de ces partenaires-là et les intégrer dans nos solutions. Je prends un exemple. Arduino Silva, là, c'est une société qui, eux, ils font de base des kartings en réalité augmentée. Donc, vous mettez un casque HoloLens sur la tête et vous roulez en karting. Et il y a des personnages qui arrivent devant vous, vous pouvez lancer des bananes, etc. Grâce à ça, ils ont acquis des compétences en réalité augmentée et ils ont acquis des compétences en jumeau digital, donc un peu la représentation virtuelle d'un objet physique. Et nous, on utilise leurs compétences là-dedans pour intégrer de l'IoT. Et donc, on a des devices IoT, on a des flottes de lampes, par exemple, qu'on va réussir à piloter avec un casque HoloLens. Et eux ont développé l'application qui tourne sur le casque, et nous, on a développé la partie intégration des objets connectés pour les piloter, changer la couleur, etc. Et la partie cloud aussi, parce qu'ils sont passés dans le cloud. Oui. Et alors, à l'inverse, ils ont profité de notre expérience parce qu'eux, ils utilisaient des gros serveurs pour faire tourner toutes leurs cartes graphiques. Ça leur coûtait très cher. Et nous, grâce aux plateformes cloud qu'on a à disposition et aux partenariats qu'on a su tisser avec les fournisseurs cloud, on a pu leur permettre d'avoir des réductions de coûts sur leur infrastructure et aussi du matériel de dernière génération. Et donc, voilà, c'est des partenariats qui sont win-win à chaque fois. Et nous, on n'est pas dans une démarche
comment est-ce que je peux dire ça, de vouloir cacher ce qu'on a créé, mais plutôt de partage et d'essayer d'avancer ensemble dans des projets. Il y en a plein d'autres. Si vous voulez, on peut s'étaler un peu dessus, mais on va avancer sur la présentation. Alors, depuis maintenant presque un an, on est devenu vraiment l'équipe innovation d'NRB. Donc, dans les 3400 personnes, on est les 50 personnes qui avons la responsabilité de créer un pôle d'innovation pour NRB, un pôle d'innovation technologique, mais aussi un pôle d'innovation business pour les entreprises et pour nos clients. Et dans cette optique-là, on a créé un lab dont nous avons la responsabilité du coup. Et dans ce lab, on a plein de trucs super cool. C'est vraiment très agréable de si jamais pour la visite l'année prochaine, vous voulez visiter le lab plutôt que le mainframe, voilà. Franchement, c'est... Quand vous visitez le data center NRB, on peut envisager des visites du lab en même temps, et c'est pas mal. C'est nous qui nous occupons de ça. Et il y a plein de trucs chouettes, comme je le disais. Déjà, on a l'avantage que NRB a acquis des fréquences 5G il y a 1 an et demi. Et donc, sur le site d'NRB, on a une fréquence 5G privée qui est émise. Et donc, c'est à comparer avec la 5G de Proximus, etc. Sauf que eux, ils ont une fréquence qui est publiée sur tout le territoire belge. Nous, on peut créer ce qu'ils appellent des bulles de 5G. Et donc, pour les entreprises, c'est très intéressant parce qu'on est dans le réseau de l'entreprise et quand on sort de l'entreprise, on n'est plus connecté au réseau de l'entreprise. Et donc, on a la chance de pouvoir profiter d'un réseau 5G dans le lab et de pouvoir connecter tous les petits devices que vous voyez sur ce réseau 5G. On a aussi des antennes Starlink, on a un robot qu'on pilote avec lequel on fait des closed loop en 5G pour valider les temps de latence très bas, valider la garantie que le signal arrive à destination. On a de la géolocalisation, on a des casques de réalité augmentée, des casques de réalité virtuelle, parce que en tant qu'équipe d'innovation, on doit aussi essayer de montrer à nos clients comment seront leurs clients dans 10-15 ans. Et peut-être que quelqu'un qui voudra communiquer avec son assureur dans 15 ans voudra le faire via un casque de réalité augmentée et voir en face de lui un avatar, par exemple. On a évidemment plein d'objets connectés IoT, des serrures, des caméras, des objets qui mesurent la température. Et avec ça, on fait des trucs qui ont vraiment une grande valeur ajoutée. La température, par exemple, pour les... on est bien placé pour le savoir ici dans les bâtiments publics. C'est très chaud. C'est la province. La province. On a pu, grâce à des capteurs de température et une plateforme qu'on vous présentera plus loin, déterminer qu'il y avait des classes de maternelle qui étaient chauffées tout le week-end, jusqu'à 30 degrés dans la classe, pendant toute l'année. Et donc, grâce à ça, ils ont pu faire des économies assez conséquentes. Et tout ça, ça n'aurait pas été possible si on n'avait pas développé la plateforme, parce que le secteur public, il est un peu démuni face à tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a toute la partie intelligence artificielle aussi qui est démontrée dans ce coin-là. Et on présente aussi évidemment les réalisations de nos partenaires. On a un partenaire qui est là, on a un autre partenaire qui est normalement à cet endroit-là, mais là il n'est peut-être pas là. On a Ericsson qui est là-bas. Enfin bref, on parle de plein de choses. N'hésitez surtout pas à dire à votre professeur de vous faire visiter le lab quand le moment sera venu. Si vous nous le demandez, on va être obligé d'y aller avec vous, donc quelle tristesse. Alors le problème, c'est que c'est cool de travailler dans le lab, mais nous on a un objectif de rentabilité au niveau de notre entreprise. Et donc quand on présente le lab, on nous dit toujours ouais c'est cool, ton métier il est sympa. Sauf qu'en fait tout ce qu'on a fait dans le lab, on l'a fait entre midi et 14h ou après 17h quand tout le monde est parti. Et donc là notre objectif c'est de quand même rester facturable pour nos clients. Donc on a des projets avec des clients qui garantissent une rentabilité à l'équipe. Et avec les bénéfices que l'équipe fait, on peut se permettre de travailler dans le lab. Donc on a des accords avec la direction d'NRB pour les 50 personnes de l'équipe de pouvoir avoir une marge sur les revenus de nos projets qui est relativement plus basse pour nous permettre, je l'espère dans les mois à venir, de rajouter des... C'est tout nouveau, donc c'est encore en... L'idée c'est vraiment d'avoir un budget un peu R&D, quoi, si vous voulez, et qu'on puisse un peu s'amuser, en essayant de trouver des choses qui ont une valeur ajoutée après pour nos clients. Et donc à côté de ça, on a évidemment plein d'autres compétences. Nous, on est des développeurs à la base, et c'est une bonne chose en soi. Mais des développeurs dans une équipe Cloud Native Applications, comment est-ce qu'on fait le lien entre les deux ? Et donc, je vous ai déjà parlé des plateformes qui vont supporter nos applications. Ces plateformes, on les appelle les plateformes cloud. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, si je vous parle d'Amazon Web Services ou de Microsoft Azure ou Google Cloud Platform.
sont les 3 leaders, on y reviendra. Nous, on utilise les services de ces plateformes-là pour déployer nos applications. Et ces applications, on les fait dans plusieurs langages. Donc, c'est une de nos spécificités, c'est que toutes les personnes, ce sont les personnes de l'équipe, elles ont des compétences dans plusieurs langages de programmation. On essaye d'avoir au moins à chaque fois une compétence dans un langage de programmation plutôt orienté application web, des compétences plutôt orientées mobile et des compétences plutôt orientées back-end. Comme ça nous permet d'être facturable sur n'importe quel type de projet. Et ça nous permet aussi de ne pas toujours faire la même chose, parce qu'après 3-4 mois dans le même langage, on se lasse vite. Les concepts sont quand même souvent les mêmes. Et donc, pouvoir maîtriser plusieurs langages, c'est vraiment une corde à notre arc qui fait que quand on arrive chez le client, il sait que c'est nous qui allons faire l'intégralité de sa solution. Et ça nous permet aussi de proposer au client la technologie qui correspond le mieux aux besoins de sa solution. Si je compare ici ici ce sont des frameworks JavaScript, donc pour faire des applications web. On a Angular, Vue.js et React. Ils permettent vraisemblablement de faire tous la même chose, sauf qu'ils ont quand même des spécificités. Pour l'instant, en tout cas, Angular, on ne va pas forcément l'utiliser pour faire des applications qui ont besoin de beaucoup de référencement sur Google. On ira plutôt utiliser des technologies comme React ou Vue.js pour faire ça. Si on veut faire des applications mobiles, on peut très bien le faire avec du React Native, mais on peut très bien le faire aussi en Flutter. On va aussi proposer au client la meilleure approche pour lui. Et alors pour la partie back-end, de nouveau, il y a des clients qui sont des grosses entreprises qui ont déjà des équipes de développement assez conséquentes, qui connaissent déjà des langages, et donc eux, ça les arrange certainement de pouvoir proposer des applications en Java sur lesquelles eux vont pouvoir faire monter leurs développeurs par la suite. Mais pour tout ce qui est projet innovant, qui est plutôt lié à l'IoT et au machine learning, on va quand même plutôt proposer du Python. Et pour tout ce qui est cloud native, qui est destiné à tourner dans des environnements serverless, on y reviendra, ce sera plutôt du Node.js ou du Nest.js. Et d'ailleurs, Amaury fera une présentation aux 3 quarts de la présentation. Ce sera du Nest.js qui va vous présenter. Donc, j'allais dire, en gros résumé, ce que vous devez retenir, c'est que nous, on fait le choix de maîtriser pas mal de choses pour soit pouvoir nous adapter aux besoins du client et faire le bon choix et pas juste, on fait que ça et donc on est obligé de le faire dans cette techno-là, ou deux, pouvoir s'adapter au client un client qui arrive et qui dit, nous, on a des technologies Angular qu'on veut faire évoluer, est-ce que vous avez des compétences? Et la réponse, c'est oui. Donc c'est ça l'idée de maîtriser plusieurs technos qui semblent similaires au départ. Ça n'empêche que, comme je vous l'ai dit, les concepts sont relativement les mêmes. Une fois que vous avez les concepts d'orienté objet qui sont liés au langage Java, que vous allez voir, je pense. Deuxième année. Le passage de Java vers Nest, figures in the nose. Pareil, si vous avez des compétences en Angular, le framework Nest s'est inspiré d'Angular et de Java. Et donc, c'est relativement facile finalement de passer d'un à l'autre. Et puis, c'est cool quand même d'apprendre de nouvelles choses aussi au quotidien. Ça change. Donc, là, on va faire un gap du côté business de la situation. Je vais vous parler du concept de plateforme digitale, qui est un concept que l'équipe de William, qui était ici tout à l'heure sur l'écran, met en place. Et avant ça, je vais vous faire un peu d'histoire. Alors, les dates, je les ai pas, c'est pas à l'année près, on est d'accord. L'idée, c'est que vous ayez un peu une représentation. Dans le monde de l'entreprise, l'informatique, évidemment, elle a démarré dans les années 50. Il y a toujours eu des standards au niveau des développements d'applications. Et ces standards, forcément, ils sont faits pour durer. Et donc, quand on implémentait un certain standard pour nos applications, il était destiné à durer plusieurs dizaines d'années. Et donc, dans les années 60, IBM a commencé à sortir son mainframe. Et il faut le voir comme sur l'image qui est là au-dessus, c'est un énorme ordinateur qui remplit une pièce. Est-ce qu'il n'y en a pas eu ici à la personne? Si, il y a des serveurs encore, non? Je sais pas si c'est des IBM, mais... Vous voyez ça comme un vrai serveur qui arrive, qui pèse 500 kg avec des racks, avec des... Voilà. C'est de l'hardware pur et dur. Sur le mainframe, on peut développer que dans certains langages. C'est souvent du COBOL ou du PLA. C'est des vieux langages très bas niveau. Là, ils sont en train... Donc, à l'heure où je vous parle maintenant, le mainframe, il y en a toujours ici. ETIAS tourne toujours sur du mainframe. Enfin, il y en a plein. Vous allez chez FAC pour faire un devis, pour commander vos tuyaux, pour rénover votre salle de bain. C'est un écran noir et blanc, un peu comme dans Matrix, et c'est du mainframe derrière. Donc, quand je vous dis que ça dure toujours maintenant, et c'est pour ça que je l'ai mis ici, tout ce qui est vieux n'est pas forcément mauvais, ça dure toujours maintenant. Le problème, enfin, j'y reviendrai. Il y a eu plusieurs évolutions au cours de l'histoire.
On est passé par du mini-computing, on est passé par du personal computing. Dans les années 90, quand tout le monde a commencé à avoir son ordinateur, on a commencé plutôt à développer des applications desktop qu'on installait sur l'ordinateur et qui tournaient très bien, mais qui du coup devaient communiquer entre elles. Et donc ça changeait aussi le mode de fonctionnement. Et donc les entreprises avaient besoin aussi de développer des applications, des solutions desktop, Microsoft par exemple, qui s'installaient sur tous les ordinateurs de l'entreprise. Puis alors il a commencé à falloir communiquer avec ça, et donc on a mélangé un peu ça avec ça, on a fait du client-serveur, on avait des applications sur les desktops qui communiquaient avec un serveur qui était distant. Là on est dans les années 95. Puis après il y a eu un grand boom aussi au niveau des entreprises. À force d'être passé par toutes ces étapes-là, ils se retrouvaient finalement avec quelque chose qui allait dans tous les sens. Et donc ils se sont dit, on va créer ce qui s'appelle un Enterprise Service Bus, qui va gérer toutes ces communications, toutes ces tuyauteries, comme je vous expliquais tout à l'heure, entre nos différents applicatifs. Et donc ils font une grosse couche comme ça, qui va abstraire tout. Et cette couche-là va gérer finalement la popote qu'il y a derrière. Et on va... la popote qui est derrière, qui est là, pardon. Et on communique, nous, après, avec notre applicatif front. On va communiquer au travers de l'ESB pour atteindre soit un système mainframe, soit un autre serveur, peu importe, mais c'est l'ESB qui va gérer l'orientation de la requête qu'il y a. Et puis en 2010, donc tout ce qui tournait là, je vous dis, ça tourne toujours. Sauf que les développeurs qui ont commencé à travailler là-bas, si vous faites bien le calcul, près de là, ils sont pensionnés. Les formations à l'école, moi je suis sorti de la presse en 2013. Non, avant ça. 2013. Ah non, 2013. 2013. Je crois que j'étais la dernière année qu'il y a eu un cours de COBOL. Et je crois que le cours de COBOL, c'était 3 semaines de cours, juste introductif. Et c'est un gros problème, toujours maintenant et toujours pour NRB, pour employer et débaucher des développeurs COBOL. Donc un conseil, si vous aimez bien le bas niveau et que vous voulez faire fortune, faites du COBOL. Vous trouverez un travail assez facilement dans le secteur des banques et des assurances. Mais dépêchez-vous parce qu'il y a quelque chose qui arrive et qui va peut-être changer un peu tout. Donc, on s'est rendu compte, mainframe c'est bien, ça fonctionne bien, c'est stable, c'est robuste, c'est sécurisé, c'est pas connecté à Internet, mais à part ça, c'est pas grave. Le problème c'est qu'il faut payer l'électricité, il faut payer le local, il faut payer les licences à IBM, il faut payer les développeurs qui coûtent de plus en plus cher, il faut payer plein de choses, le refroidissement, etc. Et donc les entreprises ont commencé à se rendre compte en 2010 que finalement développer une application en COBOL qui est moderne et innovante, ça coûte quand même cher. Et donc ils se sont dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui pourraient exister maintenant, qui feraient qu'on pourrait diminuer nos coûts? Et donc ils sont arrivés avec Amazon a créé... Amazon est arrivé avec ce constat-là en 2010, 2007, et ils se sont rendus compte que ça coûtait très cher pour faire tourner leur truc. Donc ils se sont dit, c'est pas grave, on va recommencer, on va faire un truc. Et puis ils se sont dit, franchement, ce qu'on a fait, ça marche vraiment bien, je vais peut-être le vendre à une autre entreprise. Donc ils avaient fait, disons, une machine virtuelle, mais qu'on réserve à la demande, et quand on n'en a plus besoin, on l'arrête et on l'a payé pour la durée pendant laquelle on a utilisé la machine virtuelle. Et ça a quand même pas mal fonctionné, et puis les gens se sont dit, ouais, quand j'ai besoin d'un truc, je crée une machine virtuelle, bon, je l'arrête. Et puis ils se sont dit, ouais, une machine virtuelle c'est bien, mais quand je veux héberger des fichiers, j'ai peut-être pas besoin d'une machine virtuelle, j'ai peut-être juste besoin d'un repository avec une interface où je drop mes fichiers et puis il y a un truc où je peux y accéder. Donc ils ont créé un autre service qui s'appelait S3 à l'époque, qui s'appelle toujours S3. Et en fait ça a fait un boom énorme parce que ça coûtait absolument rien pour stocker des fichiers et on s'en foutait de savoir où ils étaient stockés, mais au moins on envoyait ces fichiers, on payait 10 centimes par mois et le jour où on voulait récupérer les fichiers, on les récupérait. Et de fil en aiguille, en fait, ils sont devenus le leader du marché. Ils sont devenus le leader du marché de ce qui s'appelle le cloud computing. Et donc, ce sont des services qui sont disponibles dans le cloud et qui vous permettent de faire plein de choses que tout ça permettait déjà de faire avant. Il n'empêche, j'aurais dû mettre un deuxième astérix, que pour des contraintes légales, surtout en Europe et surtout en Belgique, on a toujours tendance à utiliser ce genre de choses-là, ou en tout cas d'avoir des garanties sur l'endroit où sont stockées les données. Donc ça, c'est aussi une partie de notre travail, c'est gérer finalement où vont être stockées les données, comment est-ce qu'elles vont être utilisées, comment est-ce qu'elles sont encryptées pendant qu'elles passent d'une application à l'autre. Donc ça amène aussi toute une nouvelle, un nouveau lot de complexité qu'on doit apprendre à gérer et que vous allez certainement devoir apprendre à gérer dans les années à venir. Et donc la réalité, quand on voit tout ça,
Des entreprises qui ont été créées dans les années 60 ou dans les années 80, il y en a encore plein. Et parfois, c'est même des très très grosses boîtes qui ont justement les fonds pour continuer à payer des développeurs mainframe. Et puis ces entreprises-là, entre-temps, il y a des gens très malins qui sont arrivés au fur et à mesure des années et qui ont dit mais tracassez pas, on va tout faire. On va arriver chez vous, on va refaire un truc correct. Et donc ils sont arrivés, ils ont dit on va faire un peu de mini-computing, ça va tout révolutionner. Et puis 10 ans plus tard, ils se sont dit ouais non, en fait mini-computing ça marche plus, on va faire ça. Et donc on se retrouve dans un paysage aujourd'hui, dans les grosses entreprises surtout, qui est très morcelé et qu'il y a eu beaucoup de chantiers au fur et à mesure des années et au final il n'y a pas eu de... Déjà les entreprises, elles sont un peu démunies parce qu'ils ne se rendent pas compte que... Enfin, c'est vraiment c'est plat de chantier partout et ils ne s'y retrouvent plus. Et donc ils ne savent même parfois plus ce qui tourne chez eux. On a des exemples, là je vais taire le nom, mais pour un assureur très connu en Belgique, il y a des applicatifs qui tournent sur le mainframe, ça tourne tous les jours, à la même heure, ça ne plante jamais, on ne sait pas ce que ça fait. On sait qu'ils en ont besoin. On sait qu'ils en ont besoin, on ne peut pas le couper, mais ça tourne tous les jours pendant 10 minutes et personne ne veut y toucher. Parce que le mec qui a fait ça, il est peut-être plus de ce monde. Et donc, nous, quand on arrive chez nos clients, quand l'équipe de William arrive chez les clients, ils se retrouvent face à ça. Et des chefs d'entreprise qui sont vraiment démunis et qui cherchent de l'aide, en fait. Donc, nous, quand on sort de l'école, on pense qu'on va arriver dans une entreprise et qu'on va voir un beau tram, mais en fait, on se retrouve plutôt avec ça. Et on doit réussir à faire en sorte d'arriver à ça. Et finalement, on va arriver à ça. Normalement, j'espère qu'on va arriver à ça. En tout cas, à Liège, ça devrait. La fois, ça c'est Coronmeuse et ça c'est Pastel-Lambert. Voilà. Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas vu ces millions tout petits là. Et donc nous, pour un peu proposer une solution à ça, on propose ce que Gartner, c'est pas nous qui l'appelons comme ça, mais c'est ce que Gartner appelle la plateforme digitale. Et cette plateforme digitale, elle ressemble à ça. On peut déjà voir plusieurs choses qui peuvent déjà vous parler. On a le core system, on va retrouver ces mainframes là, on va retrouver les solutions qui ont été achetées au fur et à mesure des années. On va retrouver les partenaires qui existent déjà dans les entreprises. On sait que nous, nos clients, ils ont besoin d'avoir un écosystème avec leurs clients. On sait qu'ils ont besoin de gérer leurs données et de faire peut-être de l'intelligence artificielle sur leurs données pour faire de la maintenance prédictive, pour faire aussi de la détection de risque ou de détection de fraude. Ça se fait beaucoup dans le secteur de l'assurance. Et on sait que dans les années à venir, il va y avoir beaucoup de jumeaux digitaux et d'objets connectés qui vont être une extension du métier de nos clients. Par exemple, l'assureur, si je prends beaucoup l'assureur parce que c'est quand même un de nos plus gros clients et actionnaires, mais on est bien placé à Liège pour savoir que les inondations, ça fait des dégâts. Un assureur qui paye chaque année des travaux de rénovation dans les caves de ses clients, ça l'arrangerait peut-être mieux d'avoir des objets connectés type détection d'inondation qui coûtent 30 € à proposer comme un package à leurs clients et à dire tu prends ça, ça te coûte moins cher en assurance, mais au moins tu as la garantie que le jour où l'eau monte, tu peux aller monter ta machine à laver et moi je la remplacerai pas le jour où elle prend l'eau. Donc voilà. Et tout ça, ça se connecte. Pour connecter tout ça ensemble, on utilise ce qui s'appelle des API, on va y revenir, et on a après toute la partie microservices ou business 2.0, donc qui vient finalement créer la logique métier qui va permettre à tous ces éléments-là de communiquer les uns avec les autres, et au besoin d'aller chercher dans les vieux systèmes ou dans le système existant au cœur de métier les informations au travers d'une autre API, qu'on appelle plutôt internal API. Et le dernier point, ça c'est les applications, web, mobile, les chatbots, des choses comme ça. Et la partie DevOps, je crois que vous avez déjà eu un séminaire sur le DevOps. DevOps, ce sont, on va dire, les outils qui vont nous permettre d'administrer un peu toute cette plateforme digitale. On aura aujourd'hui, slide suivant. Je vous ai parlé de cloud, je vous ai parlé de fournisseurs cloud. Dans le monde informatique, il y a énormément de produits qui font tout et n'importe quoi, et il faut pouvoir aussi faire des choix à un moment donné sur quel outil on va utiliser. Et pour ça, il y a des entreprises qui se font payer pour vous aider dans les choix à faire. NRB en est une. Mais alors, il y a des entreprises indépendantes comme Gartner qui font chaque année, ils sortent ce graphique-là qui permettent d'identifier les différents players sur certains domaines. Ici, c'est le domaine du
cloud infrastructure et une plateforme. cloud, des plateformes cloud, quoi. Et tous les players sont disposés sous forme de 4 critères qui permettent de déterminer qui sont les joueurs niches, qui sont les visionnaires, qui sont les leaders du marché et qui sont les challengers. Et depuis 2008, le leader sans discussion, c'est Amazon Web Services, suivi de près et de plus en plus près par Microsoft, ensuite par Google, donc ce sont les GAFAM, hein, comme on les appelle. Et il y a un visionnaire qui est Alibaba Cloud, qui est le pendant chinois d'Amazon Web Services, et c'est tellement le pendant chinois d'Amazon Web Services qu'en 2015, ils ont carrément copié-collé tout le site d'Amazon, ils ont tout hébergé en Suisse, tous les produits avaient le même nom, les icônes avaient la même gueule, c'était du vol pur et dur, quoi. Et puis après il y a Oracle, et en dessous il y a IBM qui est toujours là mais qui essaye et qui rachète des boîtes et qui a un peu du mal à survivre. Huawei, c'est Huawei. Ouais, c'est Huawei qui a été lancé parce que je pense que vous avez sûrement entendu parler de ça. Huawei, plus personne n'a ça parce qu'ils se sont fait un peu bannir par les États-Unis, par Trump. Ils n'ont plus accès à rien concrètement, donc ils étaient un peu contraints et forcés de recréer des choses qui réutilisaient d'autres. Donc ils réutilisaient des produits de Google, notamment pour envoyer une notification sur votre téléphone, etc. Et ils n'ont plus pu le faire, donc ils étaient obligés de développer leur propre plateforme. Et ils tentent tant bien que mal de s'en sortir. En Europe, c'est la galère, aux États-Unis aussi, en Chine, ils s'en sortent encore bien. Et voilà. Alors, c'est pas parce que Amazon est le leader qu'il faut forcément choisir Amazon. T'as une question? Oui. Qu'en est-il de Cloudflare, par exemple? Je sais pas si Cloudflare peut être considéré comme un... Je connais pas bien, mais je pense... Bah, en tout cas, il n'est pas suffisamment gros pour pas le proposer ici. Ici, on pourrait... ce schéma-là, vu que c'est Gartner qui le propose, ça reste des très grosses entreprises qui sont représentées, parce que sinon on pourrait mettre OVH Cloud et ce genre de choses qui est plus européen, mais qui se retrouveraient, selon leurs critères, sur de... Ouais, il se retrouverait là, quoi. Ouais, donc il n'apparaît pas, mais... En fait, c'est aussi sur l'offre de services qui sont mesurés. OVH Cloud va proposer certains services. NRB propose des services cloud. NRB a sa plateforme cloud qui s'appelle Nex, qui permet en fait d'administrer des serveurs NRB au travers d'une interface web. Ça permet de créer des VM et ça permet de réserver un serveur, mais il faut 3 semaines pour avoir sa VM. Alors je critique pas NRB, ça marche très bien, ils font beaucoup d'argent avec ça. Mais si je compare avec Amazon Web Services, j'ai une VM en 1 seconde, voire même en quelques millisecondes. Donc il y a un jeu comme ça aussi. Et justement, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas parce qu'ils sont leaders que tout est bon chez eux. Ils ont certaines spécificités. Par exemple, Google va être beaucoup plus avancé que les deux autres dans tout ce qui est machine learning et intelligence artificielle. Ouais, note que maintenant Microsoft avec ChatGPT. Microsoft a racheté ChatGPT, donc ils vont certainement faire un bond en avant. Il y a une guerre sans merci entre les trois. Et même nous, on le voit parce qu'on a des contacts avec eux. Et quand Amazon est au courant qu'on travaille avec Microsoft sur un projet, il dit « Ah, mais attendez, on va vous donner de l'argent pour que vous nous choisissiez. » Comme ça que ça marche. Et donc ça, c'est un exemple de quelques services que propose Amazon Web Services. On a des services de base de données. Donc en quelques clics, vous avez une base de données disponible, configurée et disponible sur Internet à laquelle vous pouvez connecter vos applications. Vous avez évidemment différents types de bases de données. Elles ont chacun des prix différents, elles ont chacune des spécificités différentes. Il y a du SQL, du NoSQL, du cache, il y a plein de choses. Il y a à boire et à manger. Ouais. Et c'est ça aussi nos compétences, c'est de savoir pour nos projets quel type de base de données on doit choisir. Quel type de service à chaque fois on doit choisir pour avoir la solution qui va coûter le moins cher au client, qui va lui permettre d'être le plus efficace pour son business. On a des services liés plutôt au réseau, des services liés qu'est-ce que je vois d'autre, à l'authentification des utilisateurs, à l'envoi de notifications, des emails. On a des services de compute, donc pour héberger du code, héberger des applications. Et je pense que j'ai déjà fait le tour, mais bon, il y en a au total, il y a peut-être 300 services qui sont possibles. Et étudier pour la certification, ça prend un peu de temps et Amaury doit plus à passer pour les savoir. Et donc voilà, je reprends la plateforme digitale ici où je vous explique un peu comment est-ce que vont les informations. On a l'écosystème qui va passer au travers de l'external API pour contacter des microservices qui vont avoir de la logique. Eux vont passer au travers d'une internal API parce que la sécurité est forcément plus forte pour contacter le core system, donc les mainframes, etc. Ils vont contacter aussi les API de leurs partenaires à eux.
Et alors tout ce qui est objet connecté va aussi contacter la logique au travers de ces API et chercher évidemment le chemin jusqu'aux bases de données ici aussi. Alors ça c'est la vue schématique. Après on va mettre des produits, on va prendre par exemple une version pour AWS et on va traduire ça avec des composants AWS. Et donc quand on va définir l'IT roadmap chez nos clients, donc la partie de William pose, on va faire finalement le plan de leur maison quand ce sera fini. Et ça ressemble à ça. Et donc on reprend un peu les mêmes concepts que ce que vous voyez sur l'écran précédent. On a la partie on-premise avec des technologies spécifiques liées à l'on-premise. On a, alors fais pas prendre de photos, c'est un truc d'un client. On a des services liés à la partie IoT qui vont gérer des flottes d'IoT, ça c'est AWS IoT. On a de la partie pour l'authentification ici, et chaque fois ce sont des services qui sont disponibles sur Amazon en 2-3 clics de souris. On a des services pour héberger des fichiers, on a des services pour faire du monitoring, on a pour faire tourner des containers ici, voilà, des bases de données, et les partenaires ici avec différentes solutions Oracle, etc. On a la même chose pour Azure, et voilà. C'est assez compliqué, donc il ne faut pas rentrer dans le détail, il faut juste comprendre que derrière ça se traduit finalement des composants des plateformes cloud qu'on utilise. Et donc aujourd'hui, on va essayer principalement rentrer plus dans cette partie-ci et cette partie-ci. On abordera peut-être là ou l'autre sujet, notamment cette partie-là, mais je ne vais pas vous montrer du COBOL aujourd'hui, je pense pas que vous avez envie. Déjà au week-end, donc c'est pas le bon moment. Et Amaury vous fera une présentation du déploiement avec des outils DevOps d'une application qui va tourner dans cette partie-là. Ok. Où est-ce que j'en suis? On est bien, ça va, on est bien. On est bien? On est bien. Il reste encore 300 slides. C'est faux. Une API, je pense que vous n'avez pas encore travaillé avec des API. Une API, je l'ai déjà un peu expliqué, ça va être quelque chose qu'on va mettre en place dans nos applications ou un service qu'on va utiliser pour rendre disponible la logique qui va se passer là-bas aux différents acteurs ici. Alors pour la rendre disponible, il y a plusieurs moyens. Ça peut être soit au travers d'une API REST, soit au travers d'une API SOAP, soit au travers de WebSocket. Il y en a plein. Il y a plein de façons de faire. Elles ont chacune leur spécificité, leur force et leur faiblesse. Une application web, par exemple, et encore, le reste commence tout doucement à vieillir. Il y a plein de nouvelles normes qui sortent, qui sont notamment utilisées par Facebook. Le meilleur exemple que je peux prendre, c'est pour les WebSockets. Si on va faire un chat, par exemple, les WebSockets, vous en ferez très certainement dans le cadre de vos cours. Le chat, il doit être tenu dès qu'il y a une information qui vient, les deux acteurs doivent être informés. Et donc le WebSocket, ça permet de créer un canal de communication fort. Et dès qu'une information passe, elle arrive, on peut s'échanger des données, etc. Et n'importe qui peut s'abonner au socket pour. Je ne sais pas si tu as d'autres infos. Peut-être pour essayer de le vulgariser plus, l'idée d'une API, c'est concrètement de définir comment est-ce qu'on va deux applications peuvent communiquer entre elles, ou une même application mais de différentes instances. Donc l'idée c'est de définir un standard, une interface, et dire interroge-moi de telle façon et je pourrais te répondre. C'est un contrat. Donc moi en tant qu'application, je définis mon API comme étant un contrat, ou en disant si tu veux récupérer telle information, tu dois m'envoyer telle donnée sous tel format à telle URL et je t'enverrai l'information. Comme ça, je pense que c'est. Oui, c'est bien. Et ça permet notamment d'interfacer tout ce que Olivier a expliqué depuis le début. Donc on peut, grâce à ça, dire le mec du vieux COBOL, il a un format avec lequel on peut interroger depuis un langage plus moderne et ils se mettent d'accord et ils arrivent à se comprendre, quoi. Ouais. C'est un peu l'idée. Donc vous, en tant que développeur, vous allez, à un moment donné, développer des applications. Ces applications, elles vont communiquer les unes avec les autres, elles vont stocker des données et elles vont faire plein de trucs très, très malins et je souhaite qu'elles soient très rentables. Le principe de l'API, c'est vraiment ça, c'est d'avoir des applications comme ici une web app, une application mobile, un back-end d'une autre application qui va récupérer des informations dans votre base de données au travers de votre logique à vous. Et c'est grâce à cette API-là que vous allez pouvoir dire toi, tu as accès, toi, tu n'as pas accès. Ou toi, pour accéder, tu dois payer 10 balles. Ou toi, tu dois avoir un abonnement sur un an. Ou toi, tu peux y accéder, mais seulement 2 fois par jour. Cette API-là, ça va être le rôle de l'API, de gérer toute cette partie-là. Et donc,
une requête qui va partir de l'application web, en HTTP par exemple, va arriver sur mon API qui peut être une API REST par exemple. Elle va atteindre un certain élément de ma logique métier dans mon application back-end. Mon application back-end, c'est vraiment toute cette partie-là. Cette logique va appeler d'autres modules qui sont réutilisables entre eux, qui vont finir par, in fine, arriver à la base de données et renvoyer les données qui sont dans la base de données à votre application web. Ça, c'est dans le cas d'une API, mais on peut aussi avoir des cron jobs, donc des batchs qui vont tourner tous les jours à minuit, qui vont aller chercher des données dans la base de données, trifouiller, générer des documents et envoyer des rappels de paiement, par exemple. Voilà, ça c'est le concept de base. Alors, on a un autre concept qui est la sécurité, parce que cette API-là, il faut pouvoir identifier les personnes, sinon n'importe qui peut accéder à votre base de données, et au final, mettez votre base de données sur Internet, c'est la même chose. Donc l'idée, c'est de pouvoir authentifier les calls qui arrivent de là et qui passent jusque-là. Et un des mécanismes qu'on utilise, nous, c'est le mécanisme OAuth. Alors, à implémenter, c'est assez compliqué, mais une fois qu'on a compris le concept, ça va vite. L'idée, c'est que, donc c'est le même schéma que ce que vous voyez tout à l'heure. On a ici l'API, on a ici, on va dire, mes services métiers, et en dessous, il y a ma base de données. Et on a quelque chose Itsme, que vous connaissez certainement, qui va permettre d'identifier la personne. Et on a une application web qui veut récupérer des données là-dedans. Donc l'application web, elle va d'abord essayer de contacter l'API qui va lui dire t'es pas authentifié, il va t'authentifier. Donc l'API, elle va leur diriger sur Itsme, par exemple. Itsme. Sur Itsme, vous allez mettre votre code, etc. Et puis Itsme va renvoyer à l'utilisateur une clé. Cette clé, ça s'appelle un JSON Web Token, elle va être utilisée pour tous les échanges que l'application va faire avec l'API pour accéder à la plateforme web. Et donc moi, à chaque fois, en tant qu'application web, pour atteindre les services, j'envoie, en plus de Market, j'envoie ma clé. L'API Gateway valide que ma clé fonctionne bien, accéder à la bonne clé, qu'elle n'a pas été altérée, que quelqu'un d'autre n'a pas allé mettre ses affaires dedans. Dès que lui dit que c'est OK, alors je laisse accéder à mes services à moi. Ça va pour vous? Ça va comme idée? C'est lié à un autre concept qu'on va aborder ici. Donc là maintenant on va descendre un peu plus dans la couche, on va mettre la couche plutôt applicative métier. Donc là c'est vraiment du code business, il n'y a pas forcément d'écran, c'est vraiment des fonctions qui exécutent de la logique métier. Et donc je reprends ici, ah oui c'est la partie globale. Si je reprends mon application back-end ici, elle répond à une requête HTTP qui vient d'une application web. C'est très bien, elle fonctionne, elle répond, ça marche bien. Mais cette application-là, il faut qu'elle soit disponible. Pour la rendre disponible, on va la déployer sur un serveur. Et donc le serveur, il va héberger notre application back-end et va lui permettre d'être disponible pour tout le monde sur Internet et de recevoir des requêtes sur son API. Donc NRB propose des serveurs sur lesquels on peut héberger les applications web. Et donc du coup, quand l'application est hébergée chez NRB, on reçoit une requête HTTP, la requête va jusqu'à la base de données, ça fonctionne très bien. Sauf qu'à un moment donné, l'application elle est vraiment cool et il y a tous les utilisateurs de Belgique qui arrivent où par exemple je suis un assureur encore une fois et il y a une inondation sur tout le territoire de Liège et tous les gens viennent déclarer leur sinistre le même jour sur mon site web. Bah là du coup j'ai un peu de peine. Et donc là j'ai deux solutions, soit mon serveur il ne sait plus répondre à mes requêtes, donc mon serveur qu'est-ce que je fais? Je vous pose la question. Quoi? Tu rajoutes de la RAM, tu rajoutes du... C'est une façon de faire. J'ai cru que tu avais dit RAM. Non, moi je l'ai pas. Il est éteint, il a dit. Ah, tu es tard. Comme ça, on ne répond plus du tout, le problème est réglé. Si il n'y a pas de problème. Ça marche aussi, mais après eux, ils vont avoir un problème. Du coup, l'idée, c'est plutôt de continuer à répondre et de pouvoir répondre à tout le monde. Et donc, il y a plusieurs solutions possibles. C'est soit on va, comme Olivier le dit, rajouter de la puissance, donc leur permettre de mieux répondre aux besoins en ajoutant de la RAM, en rajoutant du CPU, donc en achetant du matériel, le hardware, et en l'allouant. Le problème, c'est qu'on arrive vite à la limite possible du serveur en lui-même. On peut monter jusqu'à des centaines de gigas de RAM, mais à un moment donné, soit ça coûte cher en matériel, soit après, il faut payer tout ça. Ouais, soit c'est juste pas disponible et c'est pas possible. Il faut bien se rendre compte que NRB, les serveurs, ils n'arrivent pas par magie. Donc s'ils en ont plus de disponibles, il faut recommander. Ça prend 3 semaines, un mois avant que ça arrive. Donc ça marche pas. Et donc, un autre moyen, c'est de dupliquer le serveur et d'avoir du coup 2 serveurs qui font la même chose et qui vont se répartir le travail les uns les autres au fur et à mesure des requêtes qui arrivent.
C'est normalement ce qui est ici. Donc on a deux serveurs qui font la même chose, ils ont la même application qui est hébergée dessus. On a juste mis devant un load balancer qui va leur permettre de dire de temps en temps c'est toi et de temps en temps c'est toi. Et bien évidemment, Amazon permet de faire la même chose. Il permet non seulement de dupliquer les serveurs, d'avoir un load balancer devant, mais il permet au load balancer d'aller automatiquement couper ce serveur-là quand la charge va diminuer. Le gros avantage d'Amazon, c'est qu'on paye à la seconde d'utilisation de notre application. Donc, vous l'aurez vite compris, quand la charge augmente, je vais payer un petit peu plus cher pour avoir un deuxième serveur. Quand la charge va diminuer, je vais couper mon serveur et je suis content avec mon petit serveur qui tourne et qui répond pendant la nuit, qui a besoin de la personne à 3h du matin qui va déclarer son sinistre parce qu'il a oublié de le faire, je sais pas. Ou parce qu'il est sous. Je pense à ce moment-là. Alors ça, c'est un autre concept qu'on vous présente ici. C'est le concept de stateless versus stateful. Les deux sont bien, les deux ont leurs avantages, les deux ont leurs inconvénients, mais dans ce que je vous ai expliqué ici, le concept de stateless a beaucoup plus d'importance. Parce que si je suis le meilleur cas d'utilisation, c'est quelqu'un qui a un panier sur un site d'e-commerce. Je vais ajouter des objets dans mon panier, je vais créer une session avec mon panier. Si à un moment donné, ma session elle est créée sur le serveur A et que quand je valide mon panier, c'est le serveur 2 qui me répond alors que lui, il n'a pas mon panier parce que mon panier est sur le serveur A, il va me valider une commande qui est vide. Alors que si le panier il est de mon côté, c'est moi qui ai le panier et c'est moi qui l'envoie à mes deux serveurs, ou que le panier est en DB et que je lui dis juste je suis Tartampion, va chercher le panier de Tartampion dans ma DB et occupe-toi du truc. Je sais plus où j'en ai tout dans mes pensées, c'est évidemment deux façons différentes de travailler. Je reprends mon explication. Ouais. Ça, c'est ce que vous avez, je pense, fait déjà avec votre cours de PHP. Vous avez dû faire des sessions, sauvegarder des choses, etc. Mais toujours, ouais, on n'est pas fou. Donc en PHP, vous faites ça. Pas par tous, non, parce que Ah oui, il y en a. il y a des systèmes qui Ok. Donc ça, c'est vraiment l'idée de ce qu'on faisait et on fait toujours, parce que comme Olivier a dit tout à l'heure, l'historique continue d'exister. Donc on va créer des sessions côté serveur pour identifier un utilisateur et tout au long de sa durée de vie, donc quand il y en a des paniers, naviguer sur le site, etc. Il y a les cookies, ça utilise ce mécanisme-là notamment, et donc voilà, c'est un truc qui est assez fort utilisé dans le web. Et le problème qu'on a, comme il a dit, c'est que comme nous, il y a notre balancer qui dit pour répartir ma charge, avoir la moitié de mercade qui arrive là, la moitié qui arrive là, il répartit un peu tout le peuple. On se retrouve à perdre potentiellement en cours de route une session et ça ne marcherait pas. Là où, dans ce cas-ci, vu que chaque fois le serveur vous rappelle qui vous êtes, ou votre panier, ou le moyen d'aller chercher votre session, on s'en fout en fait sur quel serveur on va arriver et ça veut dire qu'on peut en ajouter autant qu'on veut. 15 000. Si un jour j'ai un serveur 15, il va juste dire ok, tu m'envoies un token qui dit que tu es le user A, donc je vais en DB chercher le panier du user A et je continue la logique où on en était. C'est un concept que vous reverrez plus en profondeur, je pense, en bas. Et peut-être qu'il pourrait se dire, mais alors pourquoi est-ce que je ne force pas juste le user A à toujours aller sur le serveur? Ça existe, c'est des choses qui existent pour migrer rapidement dans le code, pour éviter de devoir tout refaire, mais le problème c'est qu'alors on peut avoir des serveurs qui sont déséquilibrés, avoir quand même 80% de requêtes qui arrivent là et c'est la panique. Donc c'est une solution qui marche plus ou moins. C'est mieux de faire des solutions qui marchent tout le temps. Et donc maintenant, quand vous allez créer votre application back-end, que vous allez la packager pour la rendre disponible sur un serveur, je vous ai parlé de machine virtuelle, je pense que ça c'est quelque chose avec lequel vous êtes assez familier. Deuxième, non? Donc machine virtuelle, VMware, j'installe VMware et j'ai un Windows qui tourne sur mon Windows. Il y a évidemment plein d'autres façons de faire différentes pour déployer une application dans le cloud. D'abord, pas dans le cloud, ça s'appelle on-premise, et ça, c'est des serveurs qu'on a à disposition dans notre local. Chez NRB, il y a des serveurs. Ici, à la presse, je pense que vous avez des serveurs. Il y a toujours le serveur Solaris, il est toujours là? Le Solaris, il est toujours là? On s'en sert plus, mais il existe. Ah, Comme chauffage. Peut-être que M. Wagner s'en sert encore. Ah, pour miner du bitcoin. Non, ça c'est dans mon bureau aussi. Alors évidemment, les solutions, elles ont toutes de nouveau leurs avantages et leurs inconvénients, mais globalement, on peut considérer que plus on va vers la gauche, plus on va avoir une opportunité de configurabilité, plus on va aller vers la droite, plus on va avoir une opportunité d'agilité. Je vous explique pourquoi.
Si on a un serveur on-premise, on doit payer l'électricité, on doit payer plein de choses, ça coûte très cher, mais on peut aller jusqu'à configurer soi-même le network. Si on a besoin d'un truc spécifique au niveau du réseau, on peut le faire parce qu'on peut aller brancher les câbles nous-mêmes sur le serveur. Mais ça veut aussi dire qu'il faut brancher les câbles. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes, s'il y a un disque dur qui tombe en panne, il faut aller le remplacer physiquement. C'est-à-dire qu'on gère tout, quoi. Tout est à nous. C'est ça. Ici, si on monte d'un niveau, on va avoir infrastructure as a service, et donc là, c'est OVH par exemple. OVH, on va réserver un serveur chez eux, et on a un serveur dédié pour nous sur la plateforme d'OVH. On ne gère pas le serveur nous-mêmes, et donc c'est OVH qui va se charger du network, du storage, des serveurs en eux-mêmes, et de la partie virtualisation du serveur. Amazon propose ce genre de service aussi. Ensuite, on va monter encore un peu plus d'un niveau. On va se dire, ok, mais peu importe le serveur sur lequel ça tourne, j'ai juste une application, et je vais en déployer plein. Et donc ça, c'est du container. On va containeriser notre application. C'est une étape un peu au-dessus de la machine virtuelle, où je déploie finalement juste mon application et ses dépendances, et elle tourne. Donc là, l'idée, c'est vraiment, vous prenez votre code qui tourne sur votre PC, vous le déployez et vous vous occupez que de ça, quoi. Votre responsabilité, elle s'arrête à faire en sorte que votre code tourne et marche, quoi. Pas plus, ouais. Je vais passer le plateforme et je vais arriver sur la dernière partie qui est la partie fonction as a service. Et ça, c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Là, on déploie vraiment des fonctions, des morceaux de code. On va les déployer sur plusieurs composants. Ici, dans ce cas-ci, ce sera un seul composant. Mais on se charge juste de déployer notre code. On n'a même pas de configuration à faire en plus supérieure, quoi. On ne doit pas configurer d'OS, pas de ressources, rien du tout. C'est lui qui gère. Et après, il y a la partie SaaS, où là, en gros, on achète un truc qui tourne déjà et on paye une licence, quoi. Et on ne s'occupe même pas du code. Ensuite, Genre Google Drive, par exemple. Vous payez une licence et tout est fait pour vous, quoi. Donc vous en servez juste. pour créer tout ça, il y a plusieurs mécanismes qu'on regroupe sous l'étiquette de DevOps, DevSecOps, qui permettent de gérer le code de vos applications, qui permettent de créer les composants ici, qui permettent de monitorer tout ça. Des exemples qu'on a pris ici, c'est le Gitflow. Donc je pense que vous ne versionnez pas encore vos codes. Je retourne vers le curseur. Ils vont récupérer, ils sont censés reposter le code. Donc vous ne connaissez pas encore les systèmes de gestion de version. C'est dommage. Quand on travaille tout seul sur son ordinateur, c'est parfait, on a son code, on clique sur compiler, ça fait ce qu'on doit faire. Par contre, quand on est dans une équipe et qu'on doit travailler avec des collègues, il y a des conflits. Parce que moi, je vais travailler dans une certaine fonction et demain, Amaury va travailler dans la même fonction. S'il change de caractère, comment est-ce qu'on fait pour merger les deux? Merger, ça veut dire mélanger les deux versions. Et donc là, il y a plusieurs années, il y a des SVN qui ont été créés qui permettaient d'avoir un serveur sur lequel on déployait notre code. Et c'était le serveur qui gérait un peu le mélange de ces deux codes. Ça a évolué et c'est devenu plutôt du Git, où là, chacun avait sa version sur son ordinateur, pouvait gérer différentes versions du même code sur son ordinateur, et puis ensuite déployer la version sur un serveur distant. Et ça permet du coup de gérer, d'historiser aussi toutes les modifications qui ont été faites au code et de gérer les conflits qu'il peut y avoir avec ses collègues. Et il y a un mécanisme dans Git et dans SVN et un mécanisme de branche qui s'appelle, ça veut dire que une certaine version du code va être déployée sur une branche. Si je veux faire une nouvelle fonctionnalité, par exemple, je vais créer une autre branche, et donc je vais finalement, si c'était un répertoire, si on imaginait des répertoires, je vais copier-coller mon répertoire, je vais avoir un répertoire à côté qui a un autre nom, et dans lequel je vais faire évoluer mon code d'une autre façon. Et quand j'aurai terminé ma fonctionnalité, je vais pouvoir reprendre cette fonctionnalité-là et la merger dans le répertoire initial. Voyez-le comme ça. Et donc, Gitflow, c'est un mécanisme qui nous permet à nous de savoir quelle version du code est déployée dans quel environnement. Parce que pendant que nous, on travaille sur la version de développement, il y a une version de production qui tourne quelque part en Belgique ou ailleurs dans le monde. Et donc, sur cette version de production, forcément, à un moment donné, il va y avoir des bugs. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire si on trouve un bug sur la version de production? On va se mettre sur la branche master, qui correspond à la branche sur laquelle est la version de production. On va créer une autre branche hotfix. On va corriger ce problème-là, évidemment, parce que ça doit être fait rapidement. Une fois que c'est corrigé, validé, testé, approuvé, etc., on redéploie cette version-là sur la branche master et on reprend les modifications qu'on a faites sur notre branche développement. Comme ça, les prochains développements, ils ont le correctif qui a été fait. À côté de ça, on va avoir des nouvelles fonctionnalités qui vont être développées. Et pour faire chaque fonctionnalité, comme on ne veut pas rentrer en conflit forcément avec les autres développeurs,
eh ben, on va se créer notre petit répertoire à nous. On va avoir une feature où on va développer, je sais pas, j'implémente un nouveau système de paiement. Ben, je fais feature nouveau système de paiement. Je fais mon truc. Si jamais ce truc-là est jamais déployé en production, bah, tant pis, ma branche elle va continuer sa vie indéfiniment. Le jour où c'est terminé, le jour où c'est validé, testé, approuvé, on merge ça sur Develop, hop, c'est validé au préalable par des collègues bienveillants. Sur Develop, une fois qu'on a décidé, ok, maintenant on va déployer la nouvelle version de Develop en production, on crée ce qui s'appelle une branche Release. Sur cette branche release là, il y a tous les testeurs qui vont arriver, qui vont bien s'amuser pendant 2 semaines, qui vont foutre tout en l'air. Dès qu'on va trouver des bugs, on va les corriger, on va les remettre, etc. Et puis une fois qu'on a une version qui est validée en release, boum, on la repousse en production et on la tag version X.0. Donc ça, c'est un peu le mécanisme qui nous permet à nous de savoir quelle version du code est déployée dans quel environnement et comment est-ce qu'on travaille avec nos collègues et comment est-ce qu'on gère les bugs aussi qui peuvent arriver en production. Alors évidemment, j'espère que j'ai dit tout ce qui était mis à droite, parce que j'ai pas lu. On n'a pas parlé d'intégration avec les CI/CD. Ouais. Donc le CI/CD, quand moi je vais pousser mon code, j'ai fini ma fonctionnalité ici, et que je vais décider de repousser mon code sur Develop, on a ce qui s'appelle des pipelines qui vont automatiser les déploiements. Et donc j'ai un pipeline CI/CD qui va dire, ok, je prends cette version-là, je vais d'abord faire tourner tous mes tests unitaires, et je vais voir que mes tests unitaires fonctionnent toujours bien, qu'il n'y a pas de régression, qu'on n'a pas introduit des nouveaux bugs dans l'application. Si c'est bon, alors je package tout ça et je déploie tout ça sur ton serveur ou sur d'autres services, peu importe. Et après, je préviens les testeurs qui peuvent commencer à travailler. Tu regardes ta montre, ça veut dire que je prends beaucoup de temps? Non, ça veut dire que tu es à 1 heure de temps, ce qui est bien. Magnifique. Tous les services que je vous ai montrés tout à l'heure, il y a plusieurs façons d'aller interagir avec eux. Soit, comme OVH par exemple, on va sur la plateforme d'OVH, on fait clic-clic, on définit la RAM qu'on veut, on définit le CPU, on fait des liens entre le réseau, etc. C'est très bien. Sauf que de nouveau, quand on va avoir plusieurs personnes qui vont gérer les architectures d'entreprise, ça devient très difficile à maintenir. Et ça devient très difficile de savoir dans quel environnement, quelles sont les ressources qui sont déployées dans quel environnement, etc. Et donc, ils ont introduit des mécanismes qui permettent de piloter tous ces services-là avec du code. Alléluia, les développeurs sont contents. On peut coder le déploiement de tous ces trucs-là. On peut versionner le code, donc on peut savoir que en développement, ma machine virtuelle, elle a 2 Go de RAM et que en production, j'ai que 1 seul Go de RAM. Et on peut savoir au moment où je vais décider de déployer ma version de développement en production, que je vais augmenter de 4 Go de RAM ma consommation de ma machine virtuelle. Et donc là, les gens qui vont valider le fait que le code passe d'un à l'autre, ils vont se dire attention, parce que là, je vois que tu as un peu exagéré sur la RAM, ça va te coûter cher. Donc c'est vraiment du pilotage de l'infrastructure avec du code qui apporte tous les avantages du code. Des tests unitaires, le versionning, le fait que ça peut être audité aussi, approuvé, intégré avec des pipelines. Enfin, je ne rentre pas dans les trucs. On en reparlera quand vous serez en 3e et que vous viendrez faire un stage chez MAP. Et là, c'est la partie d'Amaury. Donc, je pense que vous êtes tous un peu très chauds. Moi, en tout cas, j'ai soif. On comprend pourquoi. Mais voilà, donc maintenant, Amaury va vous parler de la partie back-end, donc vraiment le centre qui était là. Et il va déployer une application en SJS qui va faire Hello World. Ouais, on va commencer par ça, c'est déjà bien. Je vais reprendre la main du coup par contre. Alors. J'arrive. Ça casse pas tout chez toi là, ça marche toujours? Ouais, ça va. Ça va alors. Nickel. Est-ce que j'ai tout vu? Tac, ça c'est bon. Ah non. Bon. Donc, on va essayer de zoomer. Ça vient. Hop.
Est-ce que c'est lisible comme ça? Ça a On l'air? commence peut-être par les répertoires. Je vais commencer par le Nest. J'arrive. Je suis un peu désorganisé aussi. Enfin, plus encore. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Vous êtes encore chaud là, c'est bon? D'accord, on va rentrer dans. Vous allez voir du code, comme ça on revient un peu plus terre à terre avec ce que vous faites plus à l'école a priori. Donc l'idée ici, comme Olivier l'a dit, c'est que je vais vous présenter une application qui fait juste Hello World. Donc ça c'est assez basique, vous avez dû en faire. Mais qui fait Hello World en étant exposé au travers d'une API. Donc, comme ça reprend tous les concepts que je viens de présenter et je vous montre en gros à quoi ça ressemble dans du code. Donc là l'idée, c'est ce que vous voyez sous les yeux, c'est vraiment purement le concept d'API, c'est-à-dire que on est dans le contrôleur. Un contrôleur, ça sert à quoi? Ça sert à contrôler, à définir la manière dont on va accéder à une ressource. Et c'est ça qu'on fait ici. Donc là, on a un langage un peu sympathique, vous verrez ça plus tard, si vous venez en stage, notamment chez NRB, qui fait beaucoup de choses pour nous. Et donc, notamment, juste en mettant cette annotation @contrôleur, on lui dit, toi, tu sers à contrôler l'accès et à définir qu'on va exposer quelque chose au travers d'une API. Et qu'est-ce que j'expose dans cette classe? C'est un getHello. Voilà. Jusque-là, ça devrait aller. Donc on peut voir aussi, Vas-y. je vais me permettre de faire, Vas-y. que le getHello, il a un format, il renvoie une chaîne de caractères Ouais. sous forme de string et il fait un return d'une autre méthode qui est appelée d'un autre composant. Ça, les fonctions, tout ça, vous avez vu déjà. Pas à faire. C'est le nom de la fonction. C'est un choix, on l'appelle comme on veut. Donc là, c'est parce que moi, je vais retourner à Hello, donc je l'ai appelé getHello pour que ce soit parlant. Ça pourrait être dit bonjour ou Ouais. say hi, quoi. Globalement, dans les bonnes pratiques, souvent le code c'est en anglais et ça doit permettre à quelqu'un qui repasse derrière vous, quelqu'un d'autre que vous, de comprendre en gros ce que ça fait. Donc là, je vais retourner à Hello, donc la méthode s'appelle getHello, comme ça, mais Olivier qui passe ici, il n'a même pas à aller voir ce que ça fait, il sait ce que ça va faire, juste sur base du nom. Ok. Donc si je vais voir justement ce que fait ce getHello, il me retourne une string qui dit Hello World, c'est ça. Okay. Jusque-là, tout va bien? Jusque-là, tout va bien. Donc ça, c'est beau. Ça, c'est une chose. Je vais faire un petit truc. Hop. Alors là, l'application elle a besoin de plein de dépendances parce que on ne réinvente pas la roue. Et donc, pour gérer ces dépendances, on peut peut-être montrer le package JSON. Oui, faire ça. On a un fichier qui s'appelle package.json qui va définir toutes les dépendances de notre application. Ici, comme elle ne fait pas grand-chose, il n'y en a pas beaucoup, mais on a toute la librairie de base du framework Nest.js qu'on utilise et des services qui vont nous permettre de nous connecter aussi à la partie AWS, donc Amazon Web Service, sur laquelle on va déployer l'application après. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose lié à ça. Et donc, quand il fait npm i, ça veut dire npm install, ce qu'il fait, c'est que le gestionnaire npm va chercher toutes les dépendances qui sont là, va les télécharger sur Internet et il va les packager dans un répertoire qui s'appelle Node Module, qui est un peu plus haut, qui est juste là. Tac. Et donc là, si on va dans le répertoire, ce sont toutes les dépendances que d'autres personnes très intelligentes ont déjà fait et ont publié sur Internet et qu'on peut réutiliser après dans nos applications. Et comme on peut voir, il y en a quand même un paquet, même si on n'en a pas beaucoup derrière, il se cache plein de choses parce que concrètement, tout le monde fait un peu comme nous. Donc Nest.js, il réutilise un paquet de trucs que d'autres gens ont fait pour ne pas réinventer la roue. Et donc on se retrouve finalement à avoir un truc assez... Enfin, il y a des projets, quoi. Il y a des projets qui sont utilisés. Et ouais, c'est assez costaud. Donc là, ça c'est l'idée. Donc là, ici, ce que j'ai fait en même temps qu'Olivier expliquait, c'est que j'ai juste fait une commande pour démarrer l'application en mode développement. Donc c'est comme vous sur votre PC, quand vous faites votre PHP, votre Java avec NetBeans ou que sais-je, c'est juste démarrer l'application en mode local pour pouvoir aller sur une URL ici, vu que c'est une API REST, donc on fait des appels HTTP, aller faire un call et pouvoir vérifier, vous, localement, sur votre PC, ça fonctionne. Là, on en est là. Donc le navigateur, derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un HTTP GET qui appelle le service après, le service répond Hello World et par défaut, il l'affiche. Ouais. Jusque là, ça va? Pas de questions? Donc maintenant, on va passer à la partie qui est plus marrante, qui est de se dire que là, on a ce code, ce Hello World qui est sur mon PC, mais très bien, il n'y a que moi qui peux m'en servir. Et je vais vouloir le déployer sur un service cloud pour que Olivier puisse s'en servir également. Et donc là, on va utiliser ici, dans mon exemple, ce qu'on appelle
AWS CDK, donc pour Cloud Development Kit, qui permet de piloter la création de ressources infrastructures, donc de ressources cloud depuis du code. Et donc je vais rester un peu dans mon monde de développeur et continuer à y taper des lignes de code pour faire créer après mes serveurs ou mes fonctions ou toutes les ressources que j'ai besoin. Ça pourrait être une base de données, ça pourrait être tout ce qui est disponible sur AWS en fait, pour héberger mon code. Donc pour ça, on doit créer ce qu'on appelle une stack. Dans cette stack, on va venir définir ce dont on a besoin. Il faut voir la stack comme vraiment une liste de toutes les ressources dont on va avoir besoin pour supporter notre application. On va essayer de ne pas vous perdre, hein. C'est l'idée. Si vous êtes perdu, n'hésitez pas à poser des questions. Et donc, ici ce qu'on fait sur cette ligne, l'écran est vraiment petit, je suis désolé. On voit. On voit pas toute la ligne, donc c'est un peu embêtant. Donc l'idée ici, comme première étape, c'est de se dire qu'on a un paquet de dépendances qu'on a montré les noms de modules. Mon application en a besoin parce que j'ai besoin d'utiliser les packages que les autres ont fait et que j'ai décidé de réutiliser. Donc j'ai besoin de les avoir également sur la plateforme cloud et donc de les rendre disponibles. Donc la première étape qu'on fait ici, c'est créer ce qu'on appelle une layer. Donc c'est une couche si on traduit littéralement. Donc c'est en gros un dossier partagé dans lequel on va y remettre toutes ces sources qu'on a besoin pour que notre serveur, notre Nest.js, le code qu'on a fait, puisse y avoir accès comme sur mon PC. Donc moi, sur mon PC, c'est facile. Il suffit que le dossier il est juste à côté. Et l'idée, c'est qu'on essaie de reproduire ça, de mettre à côté de notre serveur les ressources dont il a besoin. Donc ici, simplement, on va créer cette couche, cette layer. On lui dit ce qu'il doit aller rechercher, donc mon dossier, notre module. Quels sont les runtime compatibles. Donc là, c'est parce qu'on est en Nest, donc c'est du Node.js en dessous, c'est une plateforme, enfin, sans rentrer dans les détails, avec laquelle version est compatible, une petite description pour savoir de quoi on parle après, et basta. Et là, en gros, c'est magique, ça va le faire pour nous. Donc ça va créer cette fameuse couche avec tout notre Node module sur le cloud. Vous avez vu, ça tient en 4 lignes. C'est quand même sympa. Et alors ensuite, la deuxième étape, c'est simplement d'aller créer votre partie serveur. Alors ici, nous, on n'a pas de serveur, c'est ce qu'on appelle une fonction. On va utiliser un service le plus haut possible dans la partie agilité qu'on a montré tout à l'heure. Ouais. Donc l'idée ici, c'est vraiment que je vais dire, j'ai du code, je veux le déployer, tu te débrouilles pour que ça tourne. Et donc s'il a besoin de tourner une fois, 10 fois, 100 fois en parallèle, c'est Amazon qui va s'occuper de créer les ressources nécessaires et de faire en sorte que ça tourne. Toute la partie load balancer dont on a parlé tout à l'heure, toute la partie gestion du réseau, entre le load balancer, gestion du nom de domaine, tout ça, ça va être géré par ces 10 lignes de code. Yes. Donc l'idée ici c'est assez simple, c'est on donne juste un nom qu'on pourra retrouver dans l'interface, qu'on pourra comprendre. Ici ce qu'on fait par bonne pratique, c'est d'aller remettre donc, le nom de l'environnement, donc puisque quand on travaille dans un environnement de développement pour les développeurs, l'environnement de release comme Olivier l'a présenté, qu'on appelle souvent qualification pour les testeurs, puis il y a la production qui s'appelle production. On m'entend pas? Je parle pas assez fort? Tout le monde m'entend. Ouais, ils s'en foutent. Ouais. Donc voilà, ça c'est juste le nom, première étape. Deuxième étape, c'est de nouveau de référencer qu'est-ce que je vais déployer. Ce que je déploie ici, c'est mon dossier 10. Donc le dossier 10, c'est quoi? C'est le résultat de ma compilation. Donc mon SJS, comme votre C ou autre, il compile, il me donne un résultat que je peux prendre et déployer. Un handler, c'est juste pour définir le poids d'entrée. Donc vous, ce serait, si vous faites le parallèle avec le C, ce serait votre main. Je référence la layer que j'ai créé avant, donc dire tiens, en fait, tes nodes modules, je te les ai remis là-dedans, voici le lien. La taille de la mémoire souhaitée. Différents paramètres d'environnement, donc ça c'est pour permettre de configurer votre application, tel que par exemple ici la région dans laquelle on va déployer la lambda. Donc ici, nous par défaut, on déploie tout en Irlande et c'est là-dedans qu'il y aura cette valeur-là. De nouveau le runtime qui est Node.js 18. Voilà. Donc là on a fini. Là, on a en 20 lignes de code quelque chose qui va permettre de déployer notre bout de code et le rendre disponible à potentiellement des millions de personnes. Là, le but, c'est que la démo marche. Donc, on va le faire tourner. Donc ici, on se crée des petites commandes qui nous permettent de gagner du temps et de ne pas refaire la même chose tout le temps. Donc, je vais juste me reconnecter à mon compte. Donc là, ce que ça fait concrètement, c'est juste un login vers mon compte AWS pour donner les droits à mon PC d'aller déployer, parce que n'importe qui ne peut pas le faire. N'importe quel hacker pourrait altérer le magnifique code que j'ai fait. Et puis après, hop, je prends juste celui-là, et je vais lancer ma petite commande, et là on va le laisser travailler. Donc là on voit il y a un paquet de choses qui se suivent, qui permettent de
construire mon application pour qu'elle soit déployée, créer l'infrastructure derrière sur Amazon, déployer le code et faire en sorte qu'il soit disponible. Donc là, il fait tout, quoi. Ça prend une petite minute à mon avis, donc on va attendre un petit peu. Mais c'est l'idée. Peut-être on peut Ouais, vas-y. déjà montrer l'architecture de l'application. Mais ça va dans le sens. Ouais. Ou peut-être aller dans la console montrer ce que c'est une lambda. Ouais. Chez... Donc ça, c'est les lambda, donc c'est vraiment le service le plus haut niveau dans le serverless pour déployer du code et le rendre disponible sur Internet. Si tu cliques sur une, peu importe laquelle. Bah, ça peut être celle-ci, mais elle va se mettre à jour. On attendra peut-être qu'elle soit à jour. On va aller dessus quand même. Donc là, c'est vraiment, on voit finalement le code de l'application qui a été fait par Amaury, qui a été poussé sur Internet et qui est exécuté en fait. On peut déjà le modifier directement là-dedans, mais ça c'est pas très utile parce que c'est juste en direct sur le truc, donc c'est pas très utile. Mais il faut se dire que n'importe qui dans le monde maintenant peut appeler cette fonction-là. Je vais attendre quand même qu'elle soit. Gethello qui est là. Là, on revoit, c'est bien Gethello. Donc le format n'est pas le même parce qu'on est passé dans le regard de mon code à moi, mon code source qui n'est pas compilé, à quelque chose de compilé en JavaScript. Donc ça, il y a eu une transformation, comme quand vous faites du C, après c'est transformé jusqu'au langage machine même. Mais c'est bien la même chose. Là, il est en train de terminer de créer. Voilà, 62 secondes, il a terminé. Donc a priori maintenant, si mon effet démo marche bien, on va voir qu'il va se mettre à jour. Ouais, évidemment, c'est l'effet démo ça. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, j'ai déployé la même chose. Ouais. En fait, il est plus malin que moi. Comme j'ai redéployé la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure, il l'a pas mis à jour. J'ai oublié ce détail. Donc, hello Olivier, on recommence. C'est le problème, c'est trop malin maintenant. Donc ça va. En fait, ce qui se passe donc, dans le CDK et ce que fait Amazon, c'est qu'il regarde ce que vous voulez déployer, ce qui existe déjà, et si c'est la même chose, en gros, il passe, il saute. Et là, le problème, c'est que vu que j'ai rien changé, bah, il a tout sauté. On va recommencer. C'est long. C'est long quand même quand on fait rien. Hein. C'est pour ça aussi qu'Olivier vous parlait de pipeline tout à l'heure et d'automatisation. Généralement, ce genre de choses, c'est pas nous qui le lançons sur notre PC, c'est plutôt on déploie et ça se fait dans le cloud aussi. Et comme ça, on n'entend pas vers notre machine et on n'est pas frustré. Juste pour faire le parallèle avec ça, si vous vouliez faire la même chose sur votre machine, vous devriez installer un WAMP ou un LAMP ou peu importe, un serveur. Vous devriez configurer le serveur. Vous devriez faire en sorte que votre machine soit dispo H24, 7 jours sur 7 et puisse répondre aux requêtes qui arrivent. Vous devriez configurer le réseau pour arriver jusqu'à votre machine. Ça veut dire ouvrir les ports de votre routeur. Ça veut dire gérer la sécurité du réseau tout simplement. Ça veut dire qu'il faut le maintenir. Ça veut dire qu'il faut payer l'électricité, tout. Il faut déployer l'application, mais après, il faut qu'elle se déploie automatiquement. Ici, ça se fait juste sur une commande, quoi. Et donc, tout ce que Amaury fait là, en juste cliquant dans sa console, ça fait tout ça. Et en plus de ça, ça fait mieux parce que si jamais il y a 10 millions d'utilisateurs qui appellent son application, ça va scaler, donc ça va doubler le nombre d'instances qui sont capables de répondre pour maintenir le niveau de réponse à son maximum. Et quand la charge diminue, ça va diminuer le nombre de réponses. Donc tout ça, c'est entièrement automatisé et c'est juste fait avec les 10 lignes de code que vous avez. Voilà, donc là il s'est mis à jour, on l'a vu, on a maintenant Hello Olivier, comme j'ai changé quelque chose, il est venu mettre à jour donc le code qui est hébergé, donc on le voit ici il y a 54 secondes, il a été modifié le code de la lambda. On va quand même prouver que ça marche, donc à faire la démo jusqu'au bout. Donc là ici je vais simuler comme si je refaisais un get à cette lambda là, pour avoir le même résultat que ce qu'on avait en local. Donc si je fais un petit test, on va voir, ça prend un petit peu de temps, une petite seconde, et on voit ici j'ai Hello Olivier, bon, qui est moins bien présenté que dans un navigateur, mais c'est la même idée. Ok. Ouais. Et donc ça pourrait, là ici je vous donne l'exemple de la console en tant que développeur, je vois cette console là, mais si on mettait une belle interface ou quelque chose devant, ça marcherait aussi. Hein. C'est l'idée. Je sais pas si vous avez des questions sur tout ça, je sais que c'est très
c'est difficile de comprendre quand on vient du C pour comprendre le concept de Node.js, Nest.js, JavaScript, framework JavaScript, déploiement code, c'est beaucoup de concepts. Ce que vous devez comprendre dans tout ça, c'est que pour l'instant, il y a encore très peu d'entreprises en Belgique qui sont encore sensibilisées à tout ça. Ils sont encore tous dans les années 60. Et donc nous, quand on arrive, on doit moderniser toutes les applications pour arriver à ce genre de choses-là. Parce que ça leur permet de pas devoir payer des gens pour rester éveillés toute la nuit. Ça leur permet de payer moins de charges pour leur serveur, d'avoir plus de garanties sur la disponibilité de leurs applications. Donc, tout ça, c'est un peu Il y a un truc qui est intéressant ici où j'ai zoomé, c'est que tout à l'heure Olivier il parlait de pay as you go et de on paye que pour ce qu'on consomme. Et ici on a l'exemple, par exemple, on a fait l'appel pour avoir le Hello Olivier, ça a duré 51,77 millisecondes et on a été facturé de 52 millisecondes. Ça veut dire qu'on a vraiment payé pour ce qu'on veut. Et si maintenant je refais un appel et qu'il est bien à chaud, a priori il peut répondre plus vite, on va probablement se retrouver avec 22 millisecondes et on est facturé plus que de 22 millisecondes puisque mon code est déjà chargé, il est déjà prêt à répondre, il va plus vite et je ne paye que pour ça. Donc maintenant imaginez que vous êtes une start-up, vous avez une idée d'un produit et que vous voulez le rendre disponible pour vos clients et le financer, mais vous n'avez pas, en l'occurrence pour avoir un serveur qui permet de faire ça, sur un an ça doit coûter 20 ou 30 000 euros, vous n'avez pas ce budget-là, ça vous a coûté pour le déployer et le truc, ça vous coûte peut-être par an 50 euros. Et si votre application fonctionne vraiment bien, vous avez des problèmes de riches parce que ça veut dire que vos 300 000 utilisateurs, ça va vous faire payer un peu plus cher ici parce que vous êtes payé 300 000 fois 11 millisecondes, mais au moins vous pouvez le voir venir et vous pouvez aussi limiter votre application. Puis techniquement, c'est qu'il y a des rentrées ces utilisateurs, ou alors le business model est... Donc c'est vraiment un mécanisme qui permet d'adapter la charge à la demande des utilisateurs et c'est très très utilisé dans le monde des startups parce que c'est juste faites vos trucs, si ça marche pas, vous n'avez rien perdu. Juste du temps. Donc je pense que c'est tout pour cette démo-là. Pour cette démo-là, ouais. Je voulais enchaîner. Donc là c'est bien beau, on vous a montré plein de trucs. On est monté très haut dans la partie business, on est descendu extrêmement bas dans la partie code et infrastructure. Ça peut être intéressant de vous montrer ce qu'on fait nous au quotidien. Attends, j'aurais encore une démo. Hein. Tu me coupes les sur le pied. Pardon. J'avais encore une démo. On est un peu brouillon, on l'avait prévu, mais c'est pas grave. Ce qu'on vient vous montrer, c'est vraiment le travail de développeur pur. Donc on fait du code, pas des Hello World, parce que sinon on s'embêterait quand même vite. On les déploie, on les fait tourner, mais après il faut qu'on s'assure que ça fonctionne et que ça fasse vraiment ce que ça doit. Pour ça, il faut des testeurs, Olivier en a parlé tout à l'heure, mais des testeurs humains, ça commence à coûter cher. Si tous les jours vous déployez une petite fonctionnalité, que vous avez besoin d'une armée de testeurs pour retester toute votre application, ça va vous coûter un bras. Et donc pour ça, il existe des outils de tests automatisés qui vous permettent de robotiser les humains, je ne sais pas si je peux vraiment dire ça. Robotiser les testeurs. Robotiser les testeurs, peut-être pas tous les humains. Mais en gros, de créer des petits robots qui vont se balader sur votre application web et venir cliquer, faire vraiment comme un utilisateur pour vérifier que tout fonctionne. Je vais vous faire une petite démo de ça. Où est-ce qu'il est? Il est là. Alors, dans celui-là. Ouais, donc là ce qu'on va tester, vous allez voir dès qu'il sera hébergé, je peux vous montrer, c'est le site web de souscription de Flora, qui est une assurance pour laquelle on a travaillé Olivier et moi. C'est un célèbre assureur. C'est un célèbre assureur. Assurance 100% digitale, Flora Magnetias. Placement de produit, tu l'as dit. Donc en gros ce qu'on va tester c'est ce site là, donc ça c'est le vrai site en ligne sur lequel vous pourriez aller souscrire votre assurance locataire ou pas. Et donc imaginons que je veux faire des modifications et changer un bouton ou l'autre, il faudrait que je rappelle un testeur pour vérifier que ça marche sur tous les navigateurs et ce genre de choses. Et à la place de toujours payer en humain, on a décidé de développer un robot qui va effectuer cet achat à la place. C'est l'idée. On va voir ce que ça fait. Ça va être assez amusant. Donc l'idée c'est qu'on développe différents tests, différents cas de tests, donc la souscription complète ou des trucs plus réduits. Donc par exemple ici j'ai d'abord un premier test qui permet juste de vérifier
qu'on va bien faire apparaître les pop-up de zones d'inondation aux personnes qui ont des adresses qui sont en zone inondable. Ah, il n'avait pas fini, j'étais un peu trop vite pour lui. Ça arrive. On attend encore. Donc là, ici, ce que Amaury va montrer, c'est un process bien établi pour vérifier que quand on rajoute des fonctionnalités dans l'application, on n'a pas Oui, cassé un parti, truc qui fonctionnait. Là, c'est ce qu'il voit, c'est qu'en gros, il y a un robot qui clique un peu à des endroits prévus, qui met des chiffres, qui valide, et qui vérifie au passage que toutes les informations qui sont affichées à l'écran sont bien celles qu'il faut. Alors ça n'a l'air de rien, mais on a vite fait de casser tout le flux de souscription d'une assurance juste en modifiant un truc. Et donc le fait d'avoir quelque chose qui... Non, bah, celle qui rentre ici, c'est dès qu'on a défini nous, on peut faire d'aléatoire. On peut. Ici, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, c'est absolument voir qu'il y a la pop-up d'avertissement des zones inondables ou ce genre de choses. Et donc, on a mis une adresse qu'on sait qui marche pour ce cas-là. Et vérifier qu'on casse pas cette pop-up. Et comme ça fait vraiment les clics comme si on était un utilisateur, bah, on sait en fait, l'avantage de cette technique-là, donc là, on teste des tests front-end. Donc, on teste la partie visuelle, on teste le site que l'utilisateur va voir. Et en faisant ça, bah, finalement, on teste toute la chaîne. Parce qu'on teste le visuel, on teste aussi les appels derrière qui vont faire l'appel pour voir est-ce que tu es dans une inondable ou pas, et donc on teste toute la chaîne. Et donc on remplace vraiment les testeurs humains pour ce qu'on a développé. Voilà. Donc là, si je donne un autre exemple, on peut aller beaucoup plus loin. Si je lance ce flux-là, il fait un flux complet, il va rentrer une adresse, il va même payer avec une carte de crédit, il va jusqu'au bout, quoi. Donc ça nous permet, dans le cas de gros changements, de vérifier qu'on ne casse pas tout et de ne pas payer quelqu'un pendant des semaines à tout tester, quoi. Il se met des options. Là, il y a un peu de random, par exemple, les options qu'il choisit. Là, il attend de recevoir un mail, je crois. Ouais, il attend 20 secondes pour son mail. Ouais. Donc on peut simuler un peu tout, quoi. Là, il va vraiment avoir dans une boîte mail, vérifier qu'il a bien reçu, comme vous y cliquez pour confirmer votre compte, donc ça va jusqu'au bout, quoi. Donc là, on est sur un mécanisme de test qui est très ficelé, qui rentre dans des process, qui remplit bien les bons champs, etc. et qui vérifie que ce qu'on a fait fonctionne. Après, il y a d'autres mécanismes de test qui s'appellent plus du chaos engineering, où là, on peut vraiment imaginer des singes qui arrivent sur le site web et qui cliquent partout, qui vont drag and drop des trucs, qui vont... Ah non, je pense pas, non. C'est quoi? Non, je pense pas, c'est des faux numéros. Et pareil, la carte. Attention, derrière de Matteo. Et voilà, là il a fini. Et ça a marché en plus, c'est fou. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on fait fonctionne. Hein. Mais on a déjà, ça nous est arrivé, et c'est pour ça qu'on a mis en place ça nous est arrivé plusieurs fois de faire une fonctionnalité, de la déployer en production. Comme tout est automatisé, on a juste qu'à valider notre code sur la branche de master, ça se déploie automatiquement en production, on part au week-end, on revient le lundi, on se rend compte qu'il n'y a eu aucune souscription pendant tout le week-end, parce qu'en fait on a changé le framework de validation du code postal, par exemple, on passait par Google et ça coûtait trop cher, on est passé sur autre chose. Et en fait on a bloqué tout le flux de souscription et on a perdu 15 clients. 15 clients à 30 balles par mois, bah, ça fait vite des sous et donc du coup on se fait taper sur les doigts et donc on met en place ce genre de choses. Et du coup, pour avoir la vision complète sur Flora, donc sur ce flux, tous les jours on lance les tests de manière automatisée, donc toutes les nuits ça tourne et ça vérifie qu'on n'a rien cassé. Parce que nous on change des choses, on sait quand on le change, mais Amazon peut changer des choses, ou les autres partenaires avec qui on s'attaque peuvent changer des choses et oublier de nous prévenir et que ça casserait quelque chose qui fonctionnait avant. Donc tous les jours systématiquement on lance les tests et là par exemple on voit que hier en test ça s'est pas bien passé. Pour diverses raisons, on ne sait pas. On travaille plus sur le projet. Globalement ça marche, mais de temps en temps il y a un rouge. Voilà. C'est l'idée. Vas-y. Tu veux. Par rapport au démon? Non, j'ai plus de démo. Sauf si tu veux que je montre autre chose. Mais... Non, je sais pas. Je sais pas si vous avez des questions sur le code ou sur la partie testing. Non? Sinon je peux. Ouais, non, vas-y, je pense qu'on va pas les assommer. Après tout ça, on va vous montrer des genres d'applications qu'on a développées, ce que ça fait, juste pour que vous voyez le type d'application qu'on développe. Alors pour ça, ça tombe très bien, on a une vitrine. D'habitude, on les met dans les slides, mais comme on a une vitrine, on vous montre la vitrine. Ça, c'est du WordPress pour information. Donc c'est du PHP, donc le PHP est toujours vivant. Si on va dans les projets d'organisation là-dessus. Ouais.
Donc vous avez déjà vu Flora, qui est peut-être pas là. Qui part, Vous voyez être. qui part en bas. Qui part. Ouais, il doit être quelque part. Non. Si là, voilà. Ah, Flora, vas-y, clique. C'est ça. Donc Flora, l'assurance 100% digitale. On a développé des services qui tournent sur une plateforme qui s'appelle Kubernetes, qui est une plateforme Docker qui tourne sur AWS. La partie que vous avez vue qu'Amaury a testé, c'est un site qui est développé en Angular. Flora, c'est quand vous êtes assuré pour votre location. C'est principalement une application mobile. Elle a été développée en Flutter. Toute la partie gestion de clients, gestion des plaintes, réclamations, etc., remboursement, c'est géré via Salesforce. Et ça, c'est Cognito qui est utilisé, donc c'est un service d'AWS qui est utilisé pour authentifier les utilisateurs. Donc, quand tu parlais d'ITMI tout à l'heure, Cognito joue un peu ce rôle-là ici dans le CMA. Tout ça, c'est entièrement serverless, donc on n'a pas de serveur chez nous qui font tourner l'application. Tout est automatisé avec ce qu'Amaury vous a montré tout à l'heure dans son code. Les tests sont automatisés et ça a coûté quand même 6 millions d'euros pour trouver la solution, réfléchir à la solution, définir la partie graphique, développer l'application mobile, développer l'application web. Donc ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus. 3, non 3 ans. 3, ouais. Ça a commencé juste avant le Covid. Ouais. Mais si les budgets font peur, mais on parle d'une nouvelle assurance. Ouais. C'est une assurance qui est développée from scratch qui est... Il faut savoir qu'Etias dépense plusieurs dizaines de millions d'euros par an pour gérer son informatique. Donc c'est on parlait des pommes et des pommes. Un autre projet, on peut prendre FedNote. FedNote, c'est bien aussi ça. FedNote, c'est bien. Plus tu connais. Pas que je connais. Donc où est-ce qu'il serait lui La innovation. Innovation. C'est beaucoup d'innovation. Ouais, je crois qu'on n'est pas très à jour. Ça manque d'une barre de recherche en fait sur ce truc. On commence à avoir trop de... Ah, yeah. Donc FedNote, Fédération des notaires. Il faut imaginer les agences notariales, donc tous les notaires quand vous achetez une maison ou quand vous avez un gros héritage par exemple, ou quand vous créez une société. Tous les notaires, ils ont leurs applications qui permettent de gérer leur comptabilité. Chaque étude notariale, donc chaque bureau de notaire, fait un peu le truc comme il veut et gère un peu ça avec sa solution de comptabilité qu'ils ont choisi pour des raisons X ou Y, souvent c'est des raisons financières. Le problème, c'est qu'il y a un organisme en Belgique qui doit régulariser toutes les comptabilités des notaires. Et ils étaient un peu démunis parce que chaque étude notariale, finalement, se retrouve avec un format de comptabilité qui est totalement différent, et donc ça leur prenait un temps de dingue. Et en plus de ça, il faut savoir que les notaires font partie des personnes qui sont les plus roublards et qui ont le plus tendance à faire passer des trucs dans la compta alors que ça ne devrait pas, ou faire sortir des trucs bizarrement de la compta. Voilà. Et souvent, c'est des gros montants. Et donc, ils avaient besoin d'une plateforme pour auditer et pour vérifier que les études notariales ne font pas trop de bidouilles. Et donc, le gros du boulot, ça a été tout d'abord de prendre les données de chacune des études notariales, chacun des logiciels comptables des études notariales, d'harmoniser ça, de mettre ça sur un dénominateur commun. Et sur base de ce dénominateur commun, après appliquer ce qu'ils appellent des KPI, donc des routines avec des indicateurs qui mesurent qu'on n'a pas dépassé de plus de X milliers d'euros dans telle catégorie comptable. Je résume bien, non? Tu résumes super bien. Donc l'idée, c'est que chaque notaire, il a sa popote, il arrive avec ses numéros de compte. Donc si c'est des fausses données, donc je peux me permettre de vous les montrer, c'est rien de réel. Il arrive et il va dire par exemple son compte 1000 000, vous aurez un cours de compta en 2/3, je crois, ça me parlera plus. C'est son capital, je parle pas flamand donc je sais pas lequel, mais bref, c'est l'idée. Et ce que notre application fait en premier temps, c'est prendre ces comptes-là et les remettre dans un plan qui est standardisé, qui a été défini par les contrôleurs, et eux ils savent que lui effectivement c'était bien un compte de capital, alors je le restandardise dans un compte de capital et je vais pouvoir faire des analyses sur ce compte comme étant un compte de capital. Et donc c'est-à-dire que s'ils font des bidouilles
pas à mettre réellement le 1000, enfin le A000 qu'ils l'appellent autrement, ils le remettent dans un plan qui est standardisé. On peut lancer les mêmes analyses pour tous les notaires malgré les différents logiciels comptables qui existent et ce genre de choses. Voilà, c'est l'idée. Alors, je crois que par nuit, ça va peut-être pas représenter beaucoup de choses pour vous, mais par nuit, il y a plus de 300 millions de lignes. Je sais pas si je peux. Donc, tous les mouvements comptables de toutes les agences notariales de Belgique, c'est 300 millions de lignes par jour. Ouais. Enfin, il n'y a pas 300 millions de nouvelles écritures comptables par jour, mais on recharge l'historique et on calcule tout pour détecter les fraudes même dans le passé. Donc, il y a. Et donc, chaque nuit, on a une base de données qu'on va réserver sur AWS. On va prendre une base de données en béton armé, on va la payer très cher, mais on va la payer pendant 1 heure. Et si on avait voulu l'acheter pour l'avoir chez nous, ben, on aurait dû payer peut-être 2 ou 3 millions d'euros pour avoir la puissance de la DB. On fait passer toutes les lignes dans la moulinette, on fait tourner les KPI. Donc là, ici, avec les mappings qu'Amaury a montré, après on a des KPI qui définissent qu'il a bien fait les choses comme il fallait. Sans rentrer dans les détails. Et si jamais il y a un KPI qui tombe en erreur, eh ben on génère un rapport et on l'envoie à la CNK, donc la Fédération des notaires, pour après aller qu'ils aillent taper sur les doigts de l'étude notariale. La CNK, c'est la Chambre nationale. Chambre nationale qui est ceux qui contrôlent, la Fédération, c'est encore un autre organisme. Mais pas l'idée. Et donc tout ça, c'est de nouveau sans serveur, totalement serverless, totalement automatisé. Et on s'en rend pas compte, mais il y a plusieurs millions d'euros qui sont traités par ce genre de plateforme-là qu'on a vu. Qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre comme projet si vous voulez? Renovat. On peut montrer Renovat, tu peux aller sur Colibri, tester. Staging, je ne le quitte pas. Donc Renovat, un autre projet, Amaury et moi, on travaille tous les deux là-dessus. Renovat, c'est une société qui finance des rénovations dans les bâtiments publics. Et ils se remboursent, en fait, ils se font payer par les économies d'énergie qui sont réalisées grâce aux rénovations énergétiques. En gros, ils changent les châssis, on économise de l'énergie, ça t'économise 300 € par an, tu me les donnes. En gros, c'est ça. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils doivent mesurer d'abord les déperditions énergétiques et les consommations énergétiques des bâtiments qu'ils vont auditer. Donc, si tu prends la commune de Ferrières, on a par exemple ici, si tu vas dans la liste des bâtiments, Pardon. Site. en CPS, dans la partie relevé d'index. Oui. Donc on va d'abord aller relever tous les index de consommation, que ce soit du gaz ou de l'électricité, peu importe, et on va encoder ça dans la plateforme. Et régulièrement, on va aller les encoder. Ensuite, nous, on va faire du reporting. Tu peux aller dans le reporting. On va afficher des graphiques parce que c'est beau, ça vend bien. Et on va prendre ces consommations et on va les convertir en kilowattheures. Donc là, ça peut être des mètres cubes, ça peut être des litres de mazout, ça peut être peu importe. Donc, donc l'idée c'était les consommations brutes, donc c'est vraiment pour l'électricité ça va être des kilowattheures, pour le gaz ça peut être des mètres cubes, pour le mazout ce sera des litres, et ce genre de choses. L'idée c'est que du coup c'est pas sur une même échelle, donc on ne sait pas comparer l'électricité et le mazout, où est-ce qu'on consomme. Donc l'idée après c'est de remettre les consommations en kilowattheures pour toujours parler avec la même unité. Donc il y a des tableaux de conversion qui permettent de convertir 1 litre de mazout, c'est 10 kWh, un truc comme ça par exemple. Donc on remet tout sur la même échelle, quoi. Et grâce à ça, après, on peut établir ce qu'eux appellent la signature énergétique. Et donc la signature énergétique, c'est vraiment en fonction de la température extérieure, parce qu'on est bien placé en Belgique de nouveau pour savoir qu'il peut faire très chaud en hiver, comme il peut faire très froid. Et donc l'idée, c'est que quand on compare des consommations, on doit les comparer avec des températures qui sont normalement équivalentes. Et donc pour ça, il y a une unité qui s'appelle le degré jour, qui permet de comparer la température extérieure à un jour précis, enfin la moyenne des températures extérieures, avec la température souhaitée intérieure du bâtiment, et de définir une signature énergétique, ce qui veut dire qu'en gros, si je prends l'exemple ici, en 2022, cette ligne-là, j'ai cette signature-ci, et donc ça veut dire qu'à 100 degrés jour, j'ai consommé ici 390 kWh. Par contre, si je compare à 2020, j'ai à 100 degrés jour, même unité, j'ai consommé 590 kWh. Et donc ceci, l'espace entre les deux droites, c'est l'économie d'énergie qui a été réalisée. Ils convertissent ça en euros après et ils envoient une facture. Et alors cette plateforme-là, donc ça c'est une partie de la plateforme. On a toute une partie alerting aussi que notre cher Amaury a développée.
Bon, les bases, Voilà. c'est basique, mais Donc ça se base sur de l'IoT. On a des IoT qui sont positionnés dans les pièces, qui permettent de remonter des données de température, par exemple. Et c'est grâce à ça qu'on a pu identifier que dans certaines écoles primaires ou maternelles, les classes étaient chauffées le week-end ou pour les vacances de Pâques, 2 semaines. Brûlons le mazout. Et donc tout ça peut être défini sur base du calendrier d'occupation du bâtiment, des heures d'ouverture, etc. Cette application-là, elle est développée en Angular, parce que comme c'est une application de bureau web, mais qui n'a pas besoin de référencement sur Internet, ben on utilise plutôt Angular parce que c'est très dashboard dans l'idée. Le back-end, c'est un back-end en Node.js, Ouais. Déjà en lambda à l'époque. qui lui tourne sur Azure et non pas sur AWS. Non. Il tourne pas sur Azure, justement. On n'a pas réussi à le faire tourner sur Azure. Quand je disais qu'ils avaient des différences de maturité, Azure n'est pas encore tout à fait mature dans la partie full serverless. On a essayé, On a essayé, on n'a pas réussi, donc on est reparti sur AWS et, ouais. Et là ça marche. Mais, évidemment. Sinon, après, on a plein de petits projets. On a travaillé sur un projet qui s'appelle App4You pour Etias de nouveau. Pendant le Covid, il a été créé. L'idée, c'était de mettre en relation des voisins qui voulaient proposer des services à des personnes isolées. Le projet, il a ensuite, ça nous a pris 2 semaines pour le développer. Totalement serverless. Et puis après, il a été réutilisé pendant la guerre en Ukraine parce qu'on voulait envoyer des trucs, des fournitures, etc. en Ukraine. Et bah voilà, Etias l'a réutilisé. Enfin, c'est un site qu'on essaye un peu de maintenir en vie aussi avec ce qui se passe dans le monde. Et avec la volonté d'Etias comme assureur d'élargir un peu sa position en tant qu'assureur et de fournir d'autres services en fait que simplement de l'assurance. Oui, il y a une vidéo et tout. C'est toi qui scroll ou c'est moi? Non, c'est la vidéo d'App4You, c'est le site d'App4You. C'est tout ce qu'on fait. Ah, moi je travaille plus, je lance mes robots et puis je... Donc voilà, on a plein de projets. Là, on travaille actuellement toujours sur Flora un petit peu, mais pas nous, d'autres personnes de l'équipe. On travaille pour Sibelga, qui est le gaz et électricité de Bruxelles. Là, on leur fait une application mobile aussi. Amaury travaille chez Safran, donc Texpress Aero, ancien Texpress Aero. Exact. Là, c'est plutôt de l'IoT, C'est l'IoT de la gestion de industrielle, production. L'idée c'est qu'ils cherchent je sais pas comment dire ça, à digitaliser leur entreprise et donc à connecter toutes leurs machines physiques. Donc ils ont des vieilles machines, des fraiseuses, des tours qui fabriquent les pièces d'avion. Et ils veulent remonter toutes les données de ces machines-là pour faire des analyses, des genres de choses, voir comment la machine se comporte, faire de la maintenance prédictive, des genres de choses. Donc, ils ont des chaînes de production, ils veulent dire cette chaîne de production-là, il va falloir faire une maintenance dessus, donc ça va impacter les autres chaînes de production. Mais ils ont plein d'idées. Vous avez besoin de compétences en JavaScript et ça tombe bien, il y en a. Donc, voilà, c'est une autre partie de notre travail, c'est la mise à disposition. Donc on travaille sur des projets pour lesquels on est vraiment en équipe chez NRB et on fait toute la phase du projet de l'analyse jusqu'au déploiement en production. Mais on est aussi parfois mis à disposition chez le client et on fait de la consultance alors à ce moment-là. Et eux nous payent pour les heures qu'on fait chez eux et on fait ce que eux veulent qu'on fasse. Voilà. Il y a plein d'autres projets. Franchement, on fait des trucs cool. Moi, j'aime bien. En plus, on a le lab et du coup, on rajoute des trucs dans le lab. Donc voilà, je pense que c'est tout. Je sais pas s'il y avait encore des slides. Je pense pas. non, si, enfin si, je peux. Est-ce qu'il est parti? Il est là, voilà. Merci beaucoup. Même au sens plus large sur votre métier plus tard, on est prêt aussi à vous répondre.